sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Steve Gros-Louis. Merci, Steve, d'avoir accepté notre invitation. Hey, quoi, Denis. Merci à toi, Chiaouin, de m'avoir invité. Donc oui, on reçoit Steve Gros-Louis. Steve, écoute, j'aurais aimé pouvoir t'accueillir dans ta langue. Je suis pas assez connaissant. Puis j'hésite un peu à utiliser ta langue parce que j'ai peur de me tromper. Fait que d'emblée, là, je voudrais qu'on aplanisse cet aspect-là. Si je me trompe, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Moi, je me dis toujours, regarde, moi, je réapprends ma langue aussi parce que, tu sais, chez nous, les termes... C'est une langue qui est en dormance. Hein? Autrefois, la langue Wendat, compte tenu de ce qui est arrivé dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a une langue uniformisée. On l'apprend à l'école. Il y a des cours maintenant qui se donnent. Mais moi, je l'avais appris de mes anciens. Puis, bien souvent, avec cette langue uniformisée-là, des fois, ben, les termes ont changé un peu. Mais moi, je me dis que quand quelqu'un... Un allochtone qui vient de l'extérieur et qui essaie de parler ma langue, je suis honoré de ça. Fait que jamais je viendrai à juger ça. Puis c'est une occasion d'apprentissage pour tout le monde. Même ceux qui écoutent le balado, ben là, on va apprendre. Puis tu sais, je vais peut-être poser des questions des fois qui vont te sembler, peut-être qu'ils vont être niaiseuses, mais je me permets de poser mes questions librement parce que je me dis, si moi je me les pose, probablement qu'on est plusieurs à se les poser. Fait que de cette façon-là, on fait œuvre utile, on fait un balado qui va être utile pour tout le monde. Hey, Steve, je commence les entrevues souvent avec les CV, mais toi, c'est absolument exceptionnel. Là. Je veux dire, je rencontre des ministres. Je rencontre des... Puis j'ai jamais de CV aussi long, mais je pense que je vais prendre la peine de le lire. Puis il n'est même pas complet. Hein. Tantôt, je t'ai demandé juste avant de commencer de m'aider à le compléter. Puis à un moment donné, j'ai fait écoute, ça n'a pas de sens. On va juste. On va résumer. Fait qu'écoutez, tout le monde, c'est quoi le résumé du CV de Steve Gros-Louis? C'est quand même assez impressionnant. Donc, entrepreneur immobilier. Hôtelier, tu as 2 hôtels, tu es président de Tourisme Autochtone Québec, tu es président de l'Office du tourisme de Wendake. Donc, juste pour préciser, là, Tourisme Autochtone Québec, ça c'est pour l'ensemble de la province. Tu es sur le CA de la Commission de la capitale nationale. Tu es le propriétaire du restaurant Saga Nomade, qui est un food truck. Tu es propriétaire de la boutique Kaya, la fameuse boutique là, sur Star Wars. On aura l'occasion d'en parler. Tu es propriétaire aussi des ateliers, tu es copropriétaire des ateliers Onara. Tu es copropriétaire des raquettes et artisanat Gros-Louis. Ça, je pense que il n'y a pas un kid dans la région ici là, qui ne connaît pas ça parce que c'était dans nos sorties quand on était à l'école. Hein, je ne me trompe pas. Hein? C'était une sortie qui était organisée par les écoles quand moi j'étais au primaire, entre autres. J'imagine que tu n'es pas le fondateur. On pourra en parler. Je continue mon long CV. Tu es le propriétaire, évidemment, de la Sagamité, qui est la grande sœur, le grand frère du food truck. Là, je ne sais pas c'est quoi ton rôle exact. Directeur de la troupe de danse Huron-Wendat Sandokwa. Je l'ai bien dit, je pense. C'est bien ça, oui. Et tu as même été comédien pour Robert Lepage. Tu as travaillé sur des projets d'Ex Machina. Oui, effectivement, avec la pièce La Tempête qui avait eu lieu à Wendake, je pense que c'était en 2011. Oui, exactement. Ouais, j'avais travaillé avec Robert Lepage, un grand homme. J'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Et ça m'a amené justement à travailler cette année. Depuis 1 an et demi, j'ai travaillé avec Moment Factory dans la conception et la réalisation de Hanwha Lumina qui a lieu à Wendake. Ah oui, je vais aller voir ça d'ailleurs. On fera quelques petites annonces à la fin pour amener du monde vers des activités. J'ai vu aussi que tu avais été comédien ou conseiller sur il y a eu une série télévisée là, produite par National Geographic. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Barskin. Dans le fond, ouais, j'ai été figurant avec mes enfants, mon épouse, et aussi, en effet, j'ai été un peu aussi... on peut dire consultant, oui, sur certaines scènes ou pour s'assurer de certains, je te dirais, voir si c'était d'époque, si c'était vraiment ça. Des fois, pour comment consultant placer... historique. Oui, exact. C'est pour placer les bonnes choses au bon endroit. Fait que le fait avec plaisir. Ouais. Bon, allons-y avec la série de questions. Tout le monde le sait, les engagés publics, c'est un balado de politique. Là. Tout le monde te regarde, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'écouter les engagés publics.
Steve, je me suis dit, je vais t'inviter, même si tu n'es pas un politicien élu actuellement. Puis on va essayer de découvrir avec toi s'il y a quelque chose qui s'en vient de ce côté-là. Mais tu es tellement influent, tu es tellement impliqué que je me suis dit, crime, c'est une forme d'engagement. C'est de l'engagement, donc j'ai aucun problème. Puis on va en parler de politique. Mais avant d'arriver sur la politique, j'ai découvert en faisant ma recherche que tu avais un nom, je ne sais pas comment on dit, c'est un nom complémentaire. C'est quoi? Peux-tu nous le dire, premièrement? Oui, c'est chez nous, dans mon nom traditionnel, c'est Wado Handik. Donc, Wado Handik, chez nous, ça veut dire « Il danse avec les célestes ». Il faut se rappeler que, tu sais, je suis né en 1969. Dans les années 70, c'est pas très populaire d'être Première Nation. Et à ce moment-là, il y avait une mode chez nous, c'est qu'on évitait les noms traditionnels. Donc, on prenait des noms francophones ou des noms anglophones, d'où là vient le nom de Steve. Et on venait... par notre forme, notre caractère, que ce soit à l'âge d'1 an, 2 ans ou 3 ans, à venir mettre un nom traditionnel. Des fois, ça peut être plus vieux aussi. Et dans mon cas, moi, ça a été ça. Comparativement, mettons, si on regarde avec mon épouse, qu'elle porte seulement son nom qui est Niva, qui veut dire un signe blanc, elle l'a eu à sa naissance et c'est sur son baptistère. Vois-tu, ses parents, ils ont osé aller jusqu'à là. Par la suite, moi, je te dirais qu'au début des années 2000, on a un peu ramené la mode chez nous. Là. Moi, c'était mes 3 enfants, c'est strictement des noms typiquement de chez nous, dont Dewata, Keara ou Deyawina. Donc, tu vois, c'était une scène, mais comme je te dis, c'était pas une gêne, c'était juste des fois peut-être une gêne d'affirmation, peut-être. Je dirais ça de cette façon-là, du côté de nos parents, pour éviter certains racismes. On va en parler tantôt. Je me souviens, tu m'avais raconté, entre autres, des expériences que ton père ou ton grand-père vivait à l'époque, là, même juste ici, dans les Laurentides, là, dans la réserve des Laurentides. Oui, dans la vallée de la Jacques-Cartier, exactement. Dans la vallée de la Jacques-Cartier, oui, où il était même... Bon, parlons ça tout de suite. Tu m'avais raconté, tu peux peut-être la raconter à nos auditeurs, c'est que vous étiez carrément plus les bienvenus chez vous. Ben exactement. C'est que dans le fond, c'est que le parc des Laurentides a toujours été un parc où est-ce qu'on pouvait trapper, chasser depuis plusieurs centaines d'années. Et il y avait même un ancien sentier là, qui longeait, dans le fond, la rivière Jacques-Cartier, qui montait jusque dans le parc des Laurentides. Et à un moment donné, le gouvernement, par la force des choses, se sont mis à remettre des terres ou à vendre des terres du long de cette belle grande rivière-là. Et nos ancêtres, dont mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mon grand-père, faisait le portage pour monter jusque dans le parc pour venir à l'automne. Et à un moment donné, c'est venu jusqu'à interdire à mettre des clôtures. Et lorsque nos ancêtres passaient quand même, parce que c'était le sentier qui était tracé pour la chasse. Et à un moment donné, ça allait même jusqu'à se faire tirer au gros sel, dans le fond. Donc, c'était pas pour abattre les gens, mais pour ceux qui sont déjà fait peut-être tirer au sel ou l'imaginer. Mais c'est inimaginable. Là, je veux dire. C'est une pratique. On peut pas dire que c'est une pratique d'époque, mais rien que de poser la question, je ne sais pas si vous êtes fait déjà tirer au gros sel. C'est complètement inimaginable. Non, c'est assez incroyable. Puis, tu sais, aussi, je veux pas aller jusqu'à là, mais tu sais, moi, j'ai connu plus le côté CEPAC. Là. Pour moi, quand je voyais un torrec blanc avec un symbole provincial dessus, quand j'étais jeune, c'était symbole « on se cache ». Parce qu'autrefois, à un moment donné, par la force des choses, on n'avait plus le droit de trapper ou chasser dans le parc et on continuait d'y aller. Nous, c'était une façon traditionnelle, une chasse traditionnelle chez nous. Et là, il fallait se cacher parce que sinon, si les gardes de chasse te prenaient, là, c'était la saisie des équipements puis de tout ça. Donc, c'est pour ça, mais maintenant, on est dans une nouvelle ère. On a des belles collaborations. Ça va mieux avec le gouvernement. C'est pas parfait, mais je dirais qu'on est quand même là, mieux orienté, je dirais. Parle-nous donc, on va poursuivre sur cette lancée-là. Parle-nous un peu de ton enfance. Quelle sorte d'enfance que tu as vécue? Moi, j'ai été choyé parce que j'ai grandi dans ma culture. Donc, je veux dire, de là, mon nom traditionnel, c'est que j'avais un certain talent et à la petite école, j'aimais beaucoup mes traditions, ma culture. Fait que j'ai parcouru un peu la province avec un professeur de l'école chez nous à pouvoir démontrer cette beauté, cette richesse de cette culture-là, Huron-Wendat. Donc, j'ai été imprégné en partant de ma culture. Fait que pour ça, ça fait que j'ai pu voyager au niveau provincial.
J'ai grandi aussi, je dis souvent, derrière une caisse enregistreuse. Tantôt, tu te demandais, ben oui, mon père, moi, il est fondateur de Gros Louis Snowshoes, qui est l'usine de raquettes à neige, qui est devenue GV par la suite. Donc, Gros Louis Vincent, qui existe encore aujourd'hui. Et évidemment, par ça, on avait le magasin d'usine qui s'appelait Raquette Gros Louis. Mais c'est ça que nous autres, voilà. C'est ça qu'on visitait. Hey, écoute, ça m'avait marqué, je me souviens à l'époque, il y avait des gens qui travaillaient sur des tables où il y avait des couteaux de fixés, puis ils faisaient, je pense, comment on appelait ça? C'est le taillage de la babiche. La babiche. Donc, on prend des peaux de bœuf mouillées et donc sont taillés pour pouvoir faire les lanières qu'on va venir lasser la raquette. Ça m'avait marqué parce que je trouvais que ça avait l'air de travailler la texture, travailler la matière, ça m'avait marqué. J'étais, waouh, moi j'ai le goût de faire ça, j'ai le goût d'essayer ça. On entendait le bruit, je sais pas. Travailler la matière avait l'air de quelque chose de vraiment satisfaisant. Ben, vois-tu, moi, dans l'usine à mon père, j'ai fait toutes les opérations sauf celle-là. Ah ouais? Ah oui, parce que celle-là, écoute, il fallait aimer l'être dans l'humidité. Ça sent, hein? Oui, c'était une odeur et aussi, c'est que tu devais mettre un tablier de caoutchouc parce qu'à un moment donné, tu passais la journée dans les barils, dans les pots mouillés. Et pour moi, c'était une zone humide que je préférais travailler le bois, plier la raquette, le sablage, mais pas le taillage. Ouais. On voyait aussi la façon dont on pouvait curver le bois pour faire les formes des raquettes. Je ne sais pas si tu te souviens de l'odeur, mais ça avait une odeur de sève avec une autre chaleur. Puis ça, vois-tu, ça, j'en ai fait beaucoup. Mais c'était de travailler le bois, on travaillait le frein. Donc là, ce que je comprends, c'est que tu as fait t'as poursuivi l'entreprise familiale? C'est que moi, j'ai travaillé jusqu'à, je te dirais, au milieu du secondaire, là, dans mes jobs d'été. À l'usine. Et par la suite, avec la situation économique et je te dirais aussi la séparation des deux associés, M. Vincent et mon père, là, je me suis dirigé plus avec le commerce de détail et la nouvelle mode des clubs vidéo. Donc, nous, on s'était grillé d'un vidéo store qui est devenu le Top Vidéo. Et fait que je me suis en allé plus du commerce au détail à ce moment-là. Moi, c'est le même que j'ai connu ta boutique. En tout cas, j'allais chez Top Vidéo pour les jouets. Oui, exact. C'est à l'époque. En 85, lorsqu'on a ouvert le club vidéo, on s'était gardé un petit comptoir où est-ce qu'on avait ce qu'on appelait les produits dérivés. Donc, la tasse de Batman, les petites figurines de Flintstone, les petits toutous des Looney Tunes, des choses comme ça. Et je n'étais pas capable d'avoir du Star Wars à ce moment-là parce que c'était seulement les produits Hasbro, Mattel, Kenner. C'était des produits qui étaient réservés aux grands magasins. Mais c'est venu par la suite. Parlons-en de ta passion pour Star Wars. Ça remonte à ton enfance. Hein? Tu as été carrément, là, j'ai écrit ici, fortement marqué par Star Wars dans ton enfance. Je t'ai déjà entendu, j'ai eu la chance de t'entendre quelques fois sur le sujet, mais j'aimerais ça que tu expliques à nos auditeurs, c'est quoi, pour quelle raison tu as été autant marqué par Star Wars? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu quelque chose d'aussi important pour toi qui fait que même aujourd'hui, on te voit encore avec ton gilet Obi-Wan encore aujourd'hui, tu représentes, comme on dit, tu vis cette culture-là d'une façon très, très, très intense, je dirais même profonde. Écoute, j'aime beaucoup ton parallèle avec l'enfance. C'est qu'il faut se rappeler, Denis, je sais que tu es un peu plus jeune que moi, mais... 72. 72, 69, on est 3 ans. Bon. 3 ans. Il faut se rappeler que dans les années 70, la mode à la télé, c'est les films de cow-boys indiens. OK? Et tu imagines un Première Nation qui écoute la télé, il prend pour sa gang. Et bon, la cavalerie arrive à la fin, c'est ça, ils se font entourer, puis bon, les Premières Nations se font exterminer ou du moins perdre. Fait qu'à chaque fois, moi, c'est une déception. Je m'en rendais pas compte là, à ce moment-là. Et je m'en vais au cinéma pour une deuxième fois avec ma grande sœur et voir ce qu'on appelle la guerre des étoiles. J'arrive là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre et il y a un jeune pour qui je prends, qui fait une quête qui se nomme Luke Skywalker et paf, à la fin, détruit les méchants, remporte la victoire. Pour moi, c'est un premier gain. Ça, c'est ce qui je te dirais, qui m'a séduit au départ. Mais c'est pas là où est-ce que ça s'est vraiment passé. Parce que par la suite, il y a eu ce qu'on appelle Empire Strike Back, l'Empire contre-attaque en 1980. Et j'étais allé le voir avec mon cousin. Et je m'en souviens parce que je pense qu'on l'a écouté au moins 3 fois en ligne, puis il me tirait par un bras. Je voulais rester encore, puis là, c'était au cinéma La Canardière. On avait le droit de rester, hein, tu sais, pour... Oui, je me souviens. Fait que là, il me tirait par un bras, puis là, c'est assez, il faut y aller, tu sais. Et donc, à un moment donné, Luc, il demande à Yoda, le sage, le petit bonhomme vert, hein, il lui demande... Bien connu. Bien connu. Il lui demande, c'est quoi la force?
Et dans son explication de la force, évidemment, moi, écoute, à ce moment-là, j'ai 11-12 ans, et là, j'entends que la force se retrouve à travers les arbres, à travers les astres, qu'on peut le sentir dans toutes les formes d'esprit vivantes. Et pour moi, là, ça, c'était vraiment une inspiration et un lien direct avec mes ancêtres et les Premières Nations. La fameuse, comment je pourrais dire, le mode de vie circulaire, où est-ce qu'on est tous égaux, hommes, femmes, animaux, végétaux. Donc, pour moi, là, ça venait me rentrer directement dans le cœur. Et depuis ce moment-là, moi, je ne m'en suis jamais remis. Donc, c'était un 2 en 2. Ouais. Tu avais été marqué. Écoute, je suis épaté d'entendre ça parce que moi, pour ma passion, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis aussi un passionné de Star Wars. Puis ma passion vient d'un scénario pratiquement semblable au tien, pour ce qui est du premier. Sauf que moi, évidemment, bon, je ne suis pas issu des Premières Nations, mais moi, c'était une forme de rébellion qui a toujours été présente en moi, tu sais. Puis de voir justement que des rebelles pouvaient tenir tête puis là, avec toute l'image qu'on peut se faire de l'Empire, de qu'est-ce que c'est que l'Empire, moi, ça m'avait aussi fait du bien, ça m'avait apaisé. Ben, vois-tu, c'est pratiquement pareil, hein? Je veux dire, je t'écoute, là, puis wow, franchement, Ben, c'est ça, c'est un phénomène de résistance, de voir justement que c'était possible. Puis pour ce qui est de l'Empire contre-attaque, ça m'avait... puis là, écoute, je vais redevenir bassement très, très, très concret, mais je vais me souvenir toute ma vie de la séquence des Hat-Hat quand on est dans le cinéma, là, puis là, on ne le sait pas c'est quoi qui se passe. La tension, il monte bien la tension est vive. Puis là, les soldats rebelles regardent avec le puis là, tu vois les premiers pas arriver, puis là, tu vois cette chose énorme-là. Puis là, c'est l'Empire qui contre-attaque. Mais là, c'est de voir à quel point les rebelles sont démunis, sont petits, sont faibles, mais qui continuent à y croire. Oui, puis qu'à la fin, ils sont en déroute totale. Mais ils continuent à y croire. Oui, vraiment. Puis, je me souviens encore de voir la neige tomber, hein, dans les cavernes, là, où est-ce qu'ils sont cachés, à quel point c'est métallique, puis c'est pesant ce qui s'en vient, puis ça va faire mal. Oui. Ça va vraiment faire mal. Puis je sais pas, je me suis toujours posé la question si c'est parce qu'on vient d'un pays nordique, à quel point on a apprécié cette scène-là. Parce que moi, pour moi, l'image clé c'est de voir Luke arriver sur son tom-tom, une des premières images. Hein. Tu me demandes, c'est quoi la première image d'Empire Strikes Back? Pourtant, on est supposé d'être dans l'espace, mais moi, la première image, c'est Luke sur son tom-tom. Oui, c'est drôle, là, j'y avais jamais pensé, mais je pense que tu as raison. Je pense qu'on s'est reconnus là-dedans. Oui, hein? Ouais. Probablement à cause de ça aussi, mais bon. Écoute, là, on est là pour parler... Ben, en tout cas, moi, je t'invite pour parler de politique, puis là, il faut faire attention parce qu'on serait capable de parler de Star Wars longtemps, toi et moi. Est-ce que tu t'impliques en politique, Steve? Wow! Écoute, je vais te raconter une anecdote. Mon père m'a toujours dit de demeurer apolitique. OK? Mais veut pas, lorsqu'on s'implique dans une communauté, lorsqu'on veut être présent, lorsqu'on veut faire bouger les choses, veut pas, on devient impliqué. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, on devient impliqué. On ne peut pas passer à côté. Mais moi, je te dirais, tu sais, je viens d'une famille où est-ce qu'on était victime justement de certaines implications politiques et du côté de mon épouse aussi. Donc, j'essaie toujours de rester prudent là-dedans. Mais oui, par le fait, je deviens impliqué, mais je te dirais que j'essaie de me tenir loin. Est-ce que tu crois que, justement, c'est une façon de reprendre un certain pouvoir, une forme d'implication même? T'sais, en fait, c'est de quoi? Je vais changer ma question. Tu restes loin de quoi? Ce que je vais rester loin, c'est vraiment du côté de me dire je vais aller me présenter comme chef de famille ou comme grand chef de ma communauté. Ah, OK. OK? Dans le sens que, c'est parce que, tu sais, comment je pourrais t'expliquer ça? Chez nous, le mode électoral a changé. OK, c'est qu'autrefois, on avait un mode électoral traditionnel et par la suite, on est devenu sur un mode... on est venu sur un mode électoral comme ici, mettons, tu sais, provincial ou fédéral. Et par la suite, c'est revenu à un mode semi-traditionnel. Donc, on a des regroupements de familles chez nous. Donc, tu as on va appeler ça des petits chefs pour la raison. C'est des chefs de famille. Ça ne se dit pas petit chef, mais c'est juste pour comprendre un peu, les auditeurs puissent comprendre. Et on a le grand chef. Donc, le grand chef, il peut être de n'importe quelle famille. Et
si tu veux, mettons, moi, je voudrais me présenter, ben c'est mon cercle de famille, c'est Gros Louis, Duchesneau, Lavaux. Donc, moi, il faudrait que je convainque 20 personnes qui signent pour moi et je viens déposer ma candidature. Mais ça c'est comme on va vivre dans le système plus connu, là, provincial, d'aller chercher des appuis pour pouvoir aller te présenter. J'imagine que traditionnellement, c'était un mode, ça? C'était que, non, traditionnellement, écoute, puis là, je ne veux pas vexer personne, mais autrefois, là, nous, on vient d'un système matriarcal, donc de matricentrisme. Chez nous, là, c'était les femmes qui faisaient l'éducation, qui apprenaient la langue, qui faisaient l'agriculture, qui prenaient même les décisions. Je sais que ça vexe les gens quand je dis ça. Parce que, tu sais, ça se peut-tu, c'était les femmes qui prenaient, tu sais, on remonte à plusieurs centaines d'années, là. Mais non, nous, les hommes, ce qu'on avait à faire... Là, aujourd'hui, on appelle ça du progressisme. Ben écoute, tu sais, c'est que, dans le fond, c'est que les hommes avaient le plaisir de fumer le tabac, OK, avec une pipe de terre ou appelez ça un calumet, comme vous voulez, autour du feu, et de discuter des décisions que les femmes avaient prises. Mais c'était le grand chef était un leader. Dans le fond, c'était le gars qui était capable de se présenter devant sa nation, de bien présenter les idées, puis d'aller vers ça. Tu comprends? Fait que c'était pas... Excuse-moi, on a tendance à penser des fois que c'était le meilleur guerrier. Non, je te dirais même que c'était le meilleur orateur. OK. Pour être capable de convaincre les gens. C'est un job de com. Oui, exactement. Mais c'était les femmes qui prenaient les décisions parce que c'est eux qui étaient au village. Les hommes qui restaient au village, là, c'était, je te dirais, les sages qui apprenaient à faire aux jeunes à fabriquer le canot. Sinon, tu défendais ton village, tu allais à la chasse, puis tu allais à la pêche. C'est à ça que ça servait, un guerrier. Écoute, je me suis toujours posé la question. C'est sûr que ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir ce genre de discussion-là avec toi. Fait que là, je vais partir là, de toutes les bords. Mais pourquoi la nation Huron-Wendat s'est installée où vous êtes? Pourquoi pas plus proche du fleuve? Ou peut-être c'était le cas. Je t'écoute. Oh oui, c'était le cas. Je ne sais pas pourquoi vous excuserez les auditeurs. J'ai un petit chat dans la gorge, mais ça va passer. Tu prendre le temps de l'eau? Ça va, j'ai pris une gorgée. Écoute, premièrement, j'ai une phrase clé. Mes enfants, ils trouvent ça toujours drôle quand je la dis, mais c'est une phrase pour moi qui me rappelle à quel point on était un grand nombre. On était 40 000 Hurons à vivre dans le Wendat-Kéyéhin. Donc, à un moment donné, Champlain va se faire accompagner de certains Wendat. Il va se rendre au village de Penatan-Guishan, à la baie Georgienne, tout près du lac... en Ontario. En Ontario. Et on va être dans ce village-là, il va être accueilli par un chef qui s'appelle Hénon, un chef du clan de l'Ours, d'où je viens. Et il va constater que oui, en effet, le grand village y est là. Mais ça ne va pas moins qu'on a des villages avec des maisons longues qui longent ce qu'on appelle la Grande Rivière, le chemin qui marche, communément appelé le fleuve Saint-Laurent, et que ça va se rendre jusqu'à Stadacone. OK, où est-ce que le dernier village, là, oui, on couvrait jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, notre territoire, là, mais les derniers villages, là, ils étaient tout près de Stadacone. Donc, tu me dis que sur tout le long du fleuve, de Stadacone au lac, je ne sais pas exactement lequel. Lac Ontario. Au lac Ontario, c'était le territoire de la nation Wendat. Oui, exactement. Okay. Fait que moi, avec mon petit, en disant pourquoi vous êtes installé là-bas, je suis loin, là, je sais pas. Non, pas du tout. C'est que, tu sais, on avait des maisons longues. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens vont dire, mais pourquoi il n'était plus là ou il était là? C'est que nous, on n'avait pas d'engrais. Le grand animal, on ne connaissait pas ça, nous. Nous, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on siégeait entre 8 à 15 ans sur une partie de terre et après ça, on déménageait. Okay. On laissait la terre revenir et par la suite, après 25, 30, 40 ans, 50 ans, on revenait sur les lieux. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, dans les alentours, vous excuserez des fois les années, des fois ça peut être des années à peu près 1650 à 1690, là, il y a eu des gros fracas. La guerre avec les Français contre les Anglais, les Mohawks, etc., etc. Et on va devoir, à un moment donné, on va passer du plus nombreux. Donc, autrefois, autant qu'aujourd'hui, la langue, c'est ceux être capable de commercer, c'est la langue en anglais. Hein? Bon. Je ne veux pas décevoir personne, mais si tu veux être capable de faire de la business mondialement, c'est l'anglais. Bien, au Québec, dans les années avant que les Français arrivent, si tu voulais commercer, tu voulais être un homme d'affaires ou tu voulais faire de la business, il fallait que tu saches parler le Wendat.
Pourquoi? Parce qu'on contrôlait tout ce qui s'était, mettons, à la plateforme de Toronto, vers les Grands Lacs, le sud, l'est, l'ouest. Oui, c'était la plaque tournante. Et c'est nous, en tant que commerçants je te dirais, depuis plusieurs milliers d'années, qui commerçaient, qui convergeaient sur ces canaux importants-là. Et c'est pour ça qu'il fallait parler loin de date. Maintenant, lorsqu'il est arrivé, bon, toute l'histoire, puis je la répéterai pas ce soir, mais à un moment donné, notre peuple, il s'est fracassé. Il y en a qui sont descendus vers l'Arkansas, sont devenus les Wyandot, et les plus chrétiens, donc les plus religieux, ou ceux qui avaient accepté ou allaient accepter la croix de bois, ont regagné chemin et sont revenus à un campement initial vers Québec, donc vers Staraconnet, et on est un petit nombre. Et oui, c'est vrai, on s'est installé à un moment donné à l'île d'Orléans. On s'est réinstallé à Staraconnet, tout près de la seigneurie de Sillery aussi. Ouais, et à un moment donné, ben, tu l'as dit tantôt, parce qu'on était toujours installé sur le bord d'un cours d'eau. OK? De façon géographique et de façon naturelle pour notre culture de champ de maïs ou des Trois Sœurs, on était toujours installé près d'un cours d'eau. Donc, on est installé dans les seigneuries de Sillery, mais hey, c'est une belle terre, hein? Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, un petit coup de coude. Ah, ben, torsez-vous un peu, on dérange, hein? Les maisons longues, les palissades, la civilisation s'en vient. Donc, on s'est fait déplacer ou, je vais dire, on s'est déplacé parce que se faire déplacer, c'est un peu péjoratif. On s'est déplacé. On s'est déplacé vers l'ancienne Lorette. OK? Et par la suite, on a gagné ce qu'on appelle la jeune Lorette, le Loretteville, le Wendake d'aujourd'hui, dans le fond. Fait que c'était un peu notre cheminement. J'ai ce constat-là à chaque fois que je te parle, c'est... Je ne sais pas comment, vraiment, il faut prendre le temps d'y penser. Ça va avec cette... On s'est déplacé. Quand j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec Maïté Saganache, chez qui on sent une certaine colère due au passé, tu sais, à ce qu'elle a vécu, ce que sa famille a vécu personnellement, mais aussi ce que son peuple a vécu. Chose que je ressens moins, que je ressens pas en fait quand je te parle. Puis il y a tout le temps une espèce de... C'est pas de la résignation parce que c'est vraiment pas ça. On sent cette fierté-là, on sent la force, mais je sais pas comment le dire. Tu sais. Ben moi, qu'est-ce qui... Tu sais, comme tu m'as raconté sur Condiaron, comme si l'humanité prenait le dessus sur dans votre façon de vivre, sur le conflit, sur le... Comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends très bien, puis je peux t'aider là-dedans. C'est que dans les qualités premières d'un Wendat, c'est qu'on est un peuple diplomate. OK, voilà. OK, donc la diplomatie a toujours sa place. Est-ce que des fois, on a dû prendre les forces? Oui. Est-ce qu'il fallait aller à la guerre? Oui. Mais je dirais que la diplomatie a toujours sa place. Et le wampum est un bel exemple. Le wampum, c'est une ceinture de perles où est-ce qu'on venait faire nos traités, notre alliance. Et c'était dur pour un Wendat de briser une alliance. Mais ça arrivait. Moi, je te dirais, une erreur qu'un des grands chefs de nos ancêtres a faite, c'est que lorsque les premiers Européens sont arrivés puis ont demandé à qui appartiennent ces terres-là, le traducteur, ou en tout cas l'interprète qui essayait de suivre les discussions, les grands chefs chez nous ne comprenaient pas. Parce qu'ils disaient, cette terre-là ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la terre. Donc là, ça partait mal. Fait que là, ils ont commencé à planter des croix de bois en disant ça va appartenir au roi de France. T'sais. Donc ça, c'est une erreur. Mais pourquoi? C'est pas tant une erreur. C'est que dans le fond, là, pour nous, les Wendat, il y avait de la place pour tout le monde. C'est ça. Pour vivre sur cette dos de tortue géante, là, qui est la mère Terre. Donc, nous, on ne s'est jamais senti menacés. On était des commerçants. En fait, vois-tu, c'est ça. Tu comprends? Donc, on a traité avec les Français. Puis lorsque les Français ont perdu la guerre, puis on a perdu avec eux, on a commencé à traiter avec les Anglais. On n'avait pas le choix. On était un peuple de commerçants. Beaucoup moins nombreux à ce moment-là. On a continué à traiter avec eux. C'est fascinant. Tu comprends? Puis, tu sais, à un moment donné, là, je te dirais, là, j'aime parler de Condiaron, puis tu m'as ouvert une porte, je suis obligé de revenir là-dessus. C'est qu'il y avait une belle relation entre Frontenac et Condiaron. Il y avait un respect entre ces deux grands hommes-là. Et à un moment donné, ben justement, ça va venir aux oreilles du roi en France. Et ils vont essayer de tasser à un moment donné Frontenac. Parce que Frontenac va se rendre compte que finalement, notre philosophie de sauvage, comme il disait, n'était pas si bête que ça. D'être connecté avec notre terre, de la respecter, de faire attention.
qu'on n'est pas obligé d'aller là ou faire ça ou faire ci comme ça. Donc, ça l'a ramené en réflexion. Et à un moment donné, les Jésuites qui écrivaient au roi vont venir à écrire, à dire, hey, là... Subversif. Ouais. Fait que c'est pour ça. Mais non, moi, j'aime, puis j'aimerais que les auditeurs comprennent, c'est que moi, j'aime penser qu'ensemble, nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants vont marcher dans le grand sentier de la vie, côte à côte, ensemble, en faisant qu'un. Dans le sens que je ne suis pas en train de te dire qu'on va devenir tous Canadiens, qu'on va devenir tous Québécois ou qu'on va devenir allochtones et autochtones. Ce que je veux dire, c'est de marcher ensemble. Tu sais, quand je suis allé faire l'inauguration en 1615, le 1615-2015... T'étais là? J'étais là, c'est ça. Donc, le 400 ans de la rencontre de Champlain avec Hénon. La chose qui m'a fait le plus plaisir, là, c'est de voir la statue qui avait été sculptée. Tu sais, tu vas dire une statue, c'est... Ouais, non, le bronze qui était là, dehors, là, sur le bord de l'eau. Là, on parle duquel, là? De celui de Penatan-Guishan, là, OK? C'était Hénon avec Champlain, face à face, en train d'échanger fourrure et choses ensemble, à égalité. Si tu te promènes au Parlement et quoi que ce soit, tu as toujours le colon et le Première Nation qui le regardent vers en haut, Puis pourtant, ça aurait dû être le contraire, parce que lorsque les colons sont arrivés ici, ils mesuraient à peu près 5 pieds 8. Et nous, on faisait 6 pieds, 6 pieds 2, 6 pieds 4. Tu comprends déjà. Fait que ça aurait dû être de même, mais non. On a inversé les formats. Et donc, là, c'était la première fois que je voyais une statue qui faisait eyes to eyes, excusez. Yeux ensemble, tu comprends? Fait que ça, pour moi, ça m'avait réchauffé le cœur. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime mieux travailler de cette façon-là, puis de penser qu'ensemble, on va devenir quelque chose, on va comprendre comment les deux, là, on vit, là, puis comment on peut... puis dire, c'est pas si fou. Peut-être qu'on pourrait prendre un peu de leur. Tu comprends? Fait que j'aime être optimiste aussi. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas dans un mode de reproche. Tantôt, quand je t'ai demandé si tu t'impliquais en politique, puis tu t'es mis à m'expliquer, j'ai été un peu surpris. Je m'attendais à... Je pensais que quand tu me disais « j'aime mieux rester loin », que tu allais surtout m'amener sur le territoire de la politique québécoise, provinciale ou fédérale. Mais tu m'as parlé de politique, je ne sais pas comment... locale. Donc, au sein de la nation Huron-Wendat. Puis ça, j'ai été surpris, mais j'imagine, parce que, regarde, là, je veux dire, j'ai lu ton CV tantôt, ça finit plus, puis on peut convenir que tu es quelqu'un d'influent dans ta communauté? Disons que... oui, j'espère. En tout cas, j'espère que je suis une bonne influence. C'est une forme... je pense que c'est le minimum qu'on peut dire. OK, t'es humble, là, je veux pas te mettre dans une mauvaise position, mais moi, je pense que je peux le dire. Tu es quelqu'un d'influent dans ta communauté. Tu as une forme d'implication qui est évidente aussi, ne serait-ce que par justement toute ta culture que tu fais vivre, que tu fais revivre, que tu valorises. Est-ce que tu as été approché par tes proches ou par des gens de la communauté pour que, éventuellement, tu deviennes chef? As-tu eu cette ambition-là? J'ai été approché 3 fois dans ma vie pour à type de poste de grand chef. Et les 3 fois, j'ai décliné l'invitation. Par contre, je te dirais, celle qui me fait le plus plaisir dans ces 3-là, c'est il y a 4 ans. Je ne sais pas si tu connais un dénommé Max Honehanty Gros-Louis. Ah oui. Donc, je te parlerai de pourquoi tantôt, mais pour répondre à ta question, c'est la dernière fois où est-ce que j'ai été approché. Max Honehanty Gros-Louis avait demandé à M. Savard, qui était son ancien directeur de bande, de m'approcher pour pouvoir devenir son poulain pour la prochaine élection qui a eu lieu il y a 2 ans, dans le fond. Cela m'avait fait vraiment plaisir parce que, écoute, ce qu'il faut que tu saches, c'est que mon père s'appelait Antoine Thomas Yohanné Gros-Louis, était un fabricant de raquettes, comme je disais tout à l'heure, mais était un homme influent, dans le sens qu'il, lui aussi, est allé beaucoup en Europe pour l'industrie de chez nous. Tu sais, dans les années 70, il y avait plus de 100 employés qui travaillaient pour lui à l'usine. Et lui, ce qu'il avait à cœur, c'était l'économie locale de notre communauté. Donc, il ne s'impliquait pas au niveau politique, mais il s'impliquait au niveau communauté pour développer et que l'industrie aille bien. M. Gros-Louis, dans ces temps-là, était en montant,
très populaire au niveau de l'Europe et tout ça. Et mon père, souvent, il lui disait, Max, il l'appelait Max, tu sais, faut pas oublier notre mission première. Donc, et à un moment donné, il y a eu des petits conflits, tu sais, justement, bon... Puis là, je ne suis pas en train de juger un plus par rapport à l'autre, mais il y a eu des conflits. Et ils sont devenus, à un moment donné, ils se sont devenus plus distants. Et d'ailleurs, mon père, à un moment donné, va présenter Claude Sioui aux élections. Ils vont battre Max, ils vont renverser Max. Et par la suite, mon père va même présenter sa sœur, la seule femme grand chef chez nous, Jocelyne Laontia-Gros-Louis, qui est la sœur de mon père, va battre Max par 36 ou 33 voix, je pense. Et Max va venir la rebattre 30 voix. Dans ce temps-là, c'était aux 2 ans. Maintenant, c'est aux 4 ans. Donc, va venir la rebattre. Donc, il y a eu des conflits. Tu comprends? Fait que, puis donc, moi, chez nous, c'est pas parce qu'on est des one date. Je veux dire, quand ton grand-père a brisé sa clôture, il reste des querelles ou des rancunes. Hein? Donc, moi, par la suite, j'ai eu à rencontrer Max à plusieurs reprises parce que je suis très impliqué dans ma culture. Max étant l'ex-grand chef, était invité à des mêmes endroits que moi. Donc, nous, on avait un respect mutuel. Tu parlais tantôt de pièces de théâtre ou quoi que ce soit. Max était souvent là. Donc, il y avait un respect mutuel, mais au-delà du respect, mettons... du moment, je savais que Max, il me voyait comme encore toujours le fils d'Antoine, un gars qui avait eu un opposant politique. Donc, que ce monsieur-là dise à M. Savard, je veux rencontrer Steve pour qu'il aille de l'avant pour ça, ça m'avait flatté. Tu comprends? Je me disais, bon, ben ça veut dire qu'il a fait abstraction. Il a vu tes qualités devant le... Oui, exactement. Au niveau de, tu sais, puis je me souviendrai toujours parce que M. Savard avait eu son mariage cette année-là. J'étais allé faire la cérémonie de mariage. Tu maries? Tu maries des gens? Non, moi j'étais du côté, c'était Max qui était célébrant, OK? Et moi j'étais du côté vraiment plus spirituel, je te dirais. Et, on avait fait des danses, une danse et un chant. Et j'étais avec ma famille. Et il m'avait assis à la table de Max, j'avais compris le jeu un peu, tu comprends, dans le sens de ce qu'il s'était dit. Mais bon, on avait échangé là-dessus, tu sais. Je vais t'expliquer pourquoi, a priori, j'ai refusé. D'ailleurs, c'était que celui qui était à ce moment-là en position était un ami à moi. C'était l'oncle direct à ma femme qui était Conrad Sioui. Donc, pour moi, il n'était pas question. Conrad faisait un très bon boulot dans notre nation, était un fier porte-étendard, un homme qualifié en sciences et politique, était pour moi une personne... que, je veux dire, non, moi, je ne me voyais pas aller là. J'avais, comme je te dis, mais a priori, là, je te dirais pourquoi que ça a été rapide, simple, et pour moi de répondre non. C'était à cause que Conrad était au pouvoir, puis pour moi, je trouvais que la job était bien faite. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut penser que ce ne serait pas complètement exclu pour le futur? Ben, c'est pas que c'est exclu. Je pense qu'il faudrait que je revoie mon contrat de mariage avec mon épouse. Mais c'est juste que j'aime mieux faire ce que je fais présentement, Denis. Parce que, je vais t'expliquer. Tu sais, je suis impliqué dans 3 conseils d'administration de ma communauté. OK? Je suis impliqué au niveau culturel. Je travaille dans le conseil d'administration en tant que président de l'Office de tourisme de Wendake. Ça m'a permis, j'en parlais tout à l'heure, de travailler sur la conception d'Onwa Lumina. Donc, tu sais, j'ai travaillé avec l'équipe immédiate. Après ça, des fois, quand le pape est venu dernièrement, je ne l'ai pas rencontré, mais il devait venir à une soirée où j'avais été invité à discuter avec les évêques. Tu comprends? Parce que avec ce qui s'est passé, comment on peut regarder l'avenir? Parce que, tu sais, le pape, quand il est venu, ben, il a dit, là, c'est à vous autres de vous organiser, les évêques, les cardinaux, à dire, là, tu sais, c'est bien beau venir. Il est venu mettre un signal, là. L'image, OK, était là. Mais comment on travaille maintenant ensemble? Donc, moi, j'avais été invité à cette soirée-là. Il y avait le grand chef qui était là, d'ailleurs. Les évêques n'ont pas été très, très réceptifs. Hein? Ils n'ont pas vraiment suivi la consigne de leur boss. Hein? Non, tu sais, à cette soirée-là, on a échangé beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Je vais dire ça comme ça. Donc, tu sais, tu vois, fait que ça m'implique de cette façon-là. Au niveau du développement économique, je travaille en étant à l'Office de tourisme, en étant impliqué. Fait que, tu sais, pour moi, je suis dans ma zone de confort de tourisme, culture, tout ça, puis je peux amener mon savoir puis mon expérience. Donc, tu te sens utile dans la forme d'implication que tu as actuellement. Tu devances mes questions. Je voulais te demander, c'est quoi ta façon de t'impliquer? Tu as répondu en quelque sorte parce que tu te sens plus utile comme ça? Ben, je me sens utile. Puis tu sais,
Denis, tu sais, moi, je te l'ai dit, je suis un danseur traditionnel. Je fais encore, des power, surtout le power de chez nous. Et puis, d'arriver à être capable de vivre à tous les jours avec sa culture puis de la représenter fièrement, ben, je me dis, être grand chef, qu'est-ce que ça m'amène? Tu sais, j'ai pas aucun, mais je te le dis, puis ça peut paraître bizarre parce que je suis chef d'entreprise, aucun power trip de dire, je suis le chef du village chez nous. C'est quoi qui te motive? C'est quoi tes motivations? C'est de crier haut et fort que les Hurons-Wendat existent encore. Ça, pour moi, là, c'est viscéral à l'intérieur de moi-même. C'est pour ça que j'ai parcouru une partie de la planète pour crier ça. Tu sais, on peut pas... On a perdu notre langue, elle est en dormance, parfait, on est en train de la retrouver. Oui, on est moins typé parce qu'il a fallu se mélanger lorsqu'à un moment donné, mes ancêtres sont arrivés au village puis qu'il y avait des épidémies, tout le monde tombait debout, on a kidnappé des Blanches, on s'est reproduit avec d'autres communautés, il n'y a pas de problème. Tu sais, mais pour moi, là, c'est vraiment de se dire à ces gens-là qui ne connaissent pas notre nation que la nation Huron-Wendat a eu une étroite et une belle relation pour créer le Kanata d'aujourd'hui. C'est donné comme mission de faire perdurer la culture. Oui, parce que les gens ne savent pas justement que Kondiaron, là, c'est un chef Wendat qui était l'instigateur de la Grande Paix, qu'elle était le plus grand rassemblement de population, plus grande que la ville de Montréal à ce moment-là. Donc, t'imagines, là, il y avait plus de Premières Nations à côté de Montréal à cette journée-là, la Grande Paix, que le monde qu'il y avait dans la ville de Montréal. Et il a tenu un discours pendant plusieurs heures pour convaincre. Oui. Le fameux talent de diplomate. Et voilà. Finalement, que tu nous exposais tantôt. C'est ça. C'est lui qui est à la base de ça. Puis il en est mort parce qu'il avait été un peu trahi par les Français parce que dans le pacte, il y avait 12 ans de guerre. Et chez nous, tu savais, c'est que les Mohawks et les Wendat, lorsqu'il y avait une guerre, ils pouvaient capturer l'ennemi. Et on le ramenait au village et on l'adoptait. Et les Mohawks devaient revenir avec les gens capturés qui avaient été adoptés de leur village. Et nous, on ramenait justement les captures et les ramenait. Et finalement, les Français étaient au courant que les Mohawks ne les ramèneraient pas. Puis ils ne l'ont pas dit. Puis ça a eu... Il avait pris une fièvre. Quand tu dis qu'ils ne les ramèneraient pas, qu'ils allaient donc les tuer? Non, ils les ont gardés dans leur village. Parce que c'est dur. Parce que, tu sais, à un moment donné, ils venaient adoptés, donc ils faisaient partie intégrante d'eux-mêmes. Puis là, des réarrachés à ces familles-là. Ça devenait un actif de leur société. Ah oui, et voilà. Fait que ça n'avait pas été fait. Puis ça, je sais qu'il en est mort pendant la nuit à la grande signature de la Grande Paix. Tu sais, j'ai cette... on partage des valeurs, chacun avec notre culture, chacun avec notre nation. Puis moi, je me rappelle quand la première fois que j'avais entendu raconter cette histoire-là, ça m'avait beaucoup touché parce que je voyais comme un lien direct entre ce que tu racontais, ce qu'on vit actuellement, puis cette amitié. C'est comme si je faisais un lien direct là, à travers le temps entre ce qu'on vivait, ce qu'on l'on vit aujourd'hui, comme moi et toi même présentement, et ce que Montcalm et Kondiaron ont pu vivre à l'époque. Puis j'ai l'air sûrement d'un coucou à dire ça. Ça peut être bizarre, mais je ne sais pas. Je le ressens comme un sentiment qui traverse le temps. Tu voulais dire Frontenac, hein? Tu as dit Montcalm. J'ai dit Montcalm, excuse-moi, je voulais dire Frontenac. C'est Frontenac. Oui, non, c'est juste pour les auditeurs. Oui, là, moi, je comprenais ce que tu voulais dire. Mais le propos, surtout, c'est... Puis là, tu peux me le dire, Denis, t'es complètement débile, t'es fou. Pas du tout. Mais je sens un lien à travers le temps. Ben, écoute, tu as raison, puis je suis content que tu me dises ça. Pour moi, c'est honorable, ce que tu dis là, parce que, tu sais, lorsqu'on fait un power, OK, je vais dire aussi qu'il s'en va, Steve, mais c'est ça, c'est quand tu fais un power, le plus beau du power, c'est pas de venir voir les danseurs danser. Le plus beau du power, c'est de venir dans le cercle de danse, dans les danses intertribales, de vibrer au son du pas et du tambour ensemble dans ce grand cercle-là. Hey, écoute, j'ai des frissons. Je t'écoute, là. J'ai des frissons. Moi, j'ai connu ça dernièrement, le power. Puis ça, c'est une autre affaire. Il y a trop de choses qu'on pourrait parler. Tu sais, j'en reviens juste pas qu'on habite à combien de kilomètres, moi, plutôt? C'est 7 kilomètres. Puis je découvre ta culture, je découvre ta nation après 45 ans, 50 ans. Puis pour moi, c'est plein de nouveautés. Je suis triste et emballé en même temps parce que c'est des découvertes hallucinantes. Mais tu vas te dire que quand j'ai vu ça,
v'là quelques années, à mon premier Power, j'étais sur le cul encore. C'était envahi d'une émotion de voir cet accueil-là. Puis en plus, tu sais, tout le monde, puis là, les vieux, les jeunes, OK, il faut l'expliquer aux gens, là. Il y a un moment dans le Power, puis je me permets de l'expliquer, OK? Oui, parce que ça va te permettre de le vivre à travers ma découverte. Il y a un moment où, bon, il y a les danses traditionnelles, il y a un concours. Puis là, à un moment donné, il y a une pause. Puis là, les animateurs invitent tout le monde à venir sur c'est pas la scène, mais sur le cercle de danse, au cercle central. Puis là, tout le monde se met à danser ensemble. Les jeunes, les vieux. Il n'y a plus les allochtones, les autochtones. Puis c'est un moment absolu d'harmonie excessivement touchant. Écoute, ma conjointe est venue avec moi, ma blonde est venue avec moi cet été. On s'est croisés, d'ailleurs, on a eu la chance de te saluer. Je l'ai vue, là, puis je le savais, puis j'y avais pas dit. J'y avais pas dit parce que je savais qu'elle allait être excessivement touchée. Puis quand ce moment-là est arrivé, elle pleurait. C'est vrai. Ouais. Ah, ça me touche. Puis je t'en parle, puis là, je suis moi-même ému. Je vais changer la caméra pour un petit moment. Mais écoute, c'est un moment parce que... Mais voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Mais j'aimerais ça que tu continues ton propos sur tu dis que c'est le moment clé. Oui, c'est le moment clé parce que, tu sais, tantôt, ça revient toujours à un cercle. Hein. Je te disais toujours, on est dans le cercle de danse, on est tous égaux. Puis c'est là que tu sens que les gens, là, ce que tu me dis là, qu'ils vivent en émotion, ben, je l'ai vu de mes propres yeux. Ah oui. Puis chacun à sa façon. Et pour moi, ben, c'est une façon de connecter avec les autres. Tu amènes ton énergie dans ce cercle-là, tous ensemble. Puis là j'ai vraiment l'impression, pour moi, là, c'est peut-être flyé de dire ça, mais je me dis, là, on est groundé, là, excusez l'anglicisme, là. On est mis à la terre, là, tous ensemble, là, puis là, on est ensemble. Pour ce moment-là, là, pendant ces 10, 12, 13 minutes, tout dépendant des gens qui restent, on est ensemble. Puis moi, c'est ça que je souhaite. C'est mon souhait premier. Tu comprends? C'est fascinant. Fait que c'est pour ça que... Puis ça revient, je vais faire une twist là-dessus, Dan, si tu me permets. Je te permets certain. Au Sagamité, lorsque j'ai ouvert en 99 avec mon épouse, c'était dans la première semaine, je m'en souviens encore, j'avais ma voiture qui était parquée proche des fenêtres. Et là, la serveuse, elle arrive à la course additive, elle dit, il y a un anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? C'était le premier anniversaire, tu sais. C'était une petite fille de 18 ans qui venait de la communauté chez nous. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On a-tu des chandelles? Là? Je trouve les chandelles, tu sors les chandelles. Puis là, moi, je me voyais pas partir. Là, puis, bonne fête, blablabla. Puis là, puis là, je vois mon Tewaken, mon tambour à la main. Fait que là, je m'en vais chercher mon tambour. Puis là, je pars. Puis je me mets à chanter un chant Wendat en l'honneur de la jeune fille que je vois. Le chant, je m'en souviens, c'était un chant hommage aux femmes. Boum, boum, boum. Puis là, je m'en vais, puis je chante. Et ça reste comme ça. Je reprends mon tambour, je le resserre dans ma voiture. Je reçois un appel le lendemain de la mère. La petite fille était honorée, même si elle avait 18 ans. Des fois, tu peux être gêné, tu sais, de certaines choses. Elle était honorée. Ouais. Elle n'en revenait pas. Elle avait été touchée, sa mère, elle n'en revenait pas. Elle n'arrêtait pas de me remercier. Je dis, voyons, merci à vous d'être venu chez nous, tu sais. Et c'est là que j'ai compris à ce moment-là qu'on venait de faire quelque chose. Ouais. C'est devenu une tradition au Sagamité. Quand tu viens, on chante à chaque fois un anniversaire en Rwanda. C'est là que ça s'est passé. D'instinct. Tu comprends? Écoute, je voulais pas aller là, mais je vais t'en parler, OK? On a fait des projets. On s'est connus dans le cadre d'un projet publicitaire pour l'Office du tourisme. Puis, tu faisais découvrir le concept, c'est que tu faisais découvrir ta culture à une chef française. Tout ça. Puis là, moi, j'étais dans j'étais concepteur stratège à ce moment-là pour une agence. Puis, j'avais assisté à tout ce que tu avais expliqué, tout ce que tu avais présenté. Puis, écoute, moi, je suis athée comme une chaise. J'ai une colère contre la religion catholique, contre les religions en général. Je suis pas sympathique aux religions du tout parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Je ne crois pas en Dieu. Je me suis toujours senti beaucoup plus proche d'Han Solo que des Jedi. Pour moi, là, tu sais, mon modèle était beaucoup plus auprès de Han Solo que de... Puis,
cette fois-là, je fais le pont, j'y reviens, cette fois-là où j'ai assisté à ce moment-là où tu étais avec ta fille, tu avais fait un chant, tu avais pris la peine tranquillement d'expliquer à notre invité là, toute ta culture, puis toutes sortes d'éléments excessivement généreux, tu avais brûlé des herbes. J'ai vécu ce qu'il y a de plus proche dans ma vie d'une expérience spirituelle. Puis je ne le savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait du tout en moi. J'étais complètement bouleversé. Je comprenais juste pas. Puis j'en ai parlé, je l'ai raconté plusieurs fois à plein de monde partout, cette histoire-là. Je l'ai raconté dans des bars, parce que c'était absolument... j'avais vécu quoi. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Ben Denis, tu as vécu une expérience spirituelle. » J'ai fait, « Ben non. » Mais écoute, j'ai rien d'autre à dire que ça, Steve. Je voulais te le raconter. Ben, premièrement, c'est que c'est le sens de la sauge, du tabac, du foin d'odeur et du genévrier, du cèdre. Là, d'avoir ça près de nous, c'est réconfortant. OK? Moi, quand, mettons, quelqu'un perd un être cher, lorsqu'on va à une funéraille, j'apporte toujours ce qu'on appelle une tresse de foin d'odeur. C'est les cheveux de la femme éternelle chez nous. C'est... Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le foin d'odeur, il y en a à Rivière-du-Loup, du long du fleuve. Là, ça pousse, quand c'est mouillé, ça a une belle odeur, mais c'est un baume. C'est réconfortant lorsqu'on brûle ces herbes-là. Et de se connecter, Denis, puis je suis très touché dans ce que tu dis, parce que de connecter avec Yosgea, le créateur, là, nous, là, on l'appelle le créateur. Puis dans ma langue, c'est Yosgea. Mais tu peux lui donner le nom que tu veux. Tu comprends? Parce que pour nous, là, tu sais, Jésus est venu de la religion catholique, puis il est venu sur une croix de bois, puis après ça, on a dit que dans la Genèse, la femme était sortie de la côte de l'homme. Quand que nous, Yahatense, qui est venu du ciel, elle était déposée et elle a donné de la naissance à 2 fils. Ben pour moi, ça a toujours été un peu... comment je pourrais dire ça, bouleversant. Parce que moi, là, je le sais que tantôt, tu m'as parlé un peu de l'entrevue, juste avant qu'on rentre en ondes, puis pour moi, là, ce qui est difficile entre la religion catholique et la spiritualité de mes ancêtres, c'est que pour mon père, là, son église, là, c'était la forêt. Et les feuilles dans les arbres, c'était sa Bible. Ma mère, là, elle avait une religion catholique assez incroyable. J'ai servi la messe. J'ai lu le chemin de croix à Pâques. Moi aussi, j'ai planté des fleurs dans les corail de l'église. Donc, moi, là, j'étais tiraillé. Et à un moment donné, à 12-13 ans, lorsque tu sens que les hormones sont dans le piton, là, tu viens, là, puis là, tu sais, Puis là, ben, à un moment donné, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le curé. Là, j'ai dit, là, nous, il faut faire de quoi ensemble, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire le rite de purification à l'intérieur de l'Église. Fait que je me suis dit, je pourrais pas blesser ma mère, OK, mettons, mais à la fois, je crois beaucoup en ce que mes ancêtres faisaient et on va le transposer puis on va l'amener dans votre Église. Dans notre Église. Et c'est comme ça qu'avec le curé Pajot, j'ai été capable de faire des rites et des danses à travers certaines messes. Fait que je me disais, au moins, si mes ancêtres ont accepté la croix de bois puis bon, ont décidé d'intégrer la religion catholique dans notre nation, ben moi, je vais être capable au moins de ramener ces rythmes-là à l'intérieur. Et moi, on avait été invité, Denis, puis là, c'est pour ça que je veux m'en aller là, c'est qu'on avait été invité lors de la venue du pape là, à faire quelque chose. J'avais dit, oui, OK, comment on va faire ça? Puis là, finalement, on me disait, oui, tu vas faire ça, mais tu vas faire ça dehors. OK. Donc, ça veut dire ce que tu veux, c'est que je fasse un show de boucan, je m'excuse de l'expression, pour les médias. Que la caméra le pogne. Qu'il pogne. Mais tu veux pas que celui qui représente ton Dieu le voit et qu'on lui fasse à lui. Ben, c'est lui, là, je lui souhaite une chose, c'est de vivre ce que j'ai vécu. Ben, malheureusement, là, justement, à cause de son organisation et tout ce qui est autour de ça, puis je ne vise pas personne, je n'ai pas de nom à mettre là-dessus, ça n'a pas eu lieu. Puis moi, j'ai refusé. J'ai dit, écoute, je n'irai pas faire le show. Je n'irai pas faire un show de boucan, moi. Je suis là, tu comprends? Fait que c'est un peu ça, tu sais. Mais bon, écoute, ce que je veux juste te dire là-dedans, c'est que je suis content que tu aies vécu ça parce qu'à quelque part, ça t'a ramené peut-être à tes essences primaires. Parce que, écoute, là, en 2001, là, lorsque les 2 tours se sont frappées, tu te souviens de tout ce qui était autour des... Moi, là... J'habitais à Paris. Tu habitais à Paris? Bon, ben moi, là,
Je devais être à New York. J'avais une délégation qui ça s'appelait Québec à New York. Et vu qu'à cause de mon groupe de danse, nous, on devait danser en octobre. Donc, on devait faire une vitrine. Puis moi, j'étais trop occupé. Fait que j'avais dit, moi, je ne vois pas là. Sinon, j'aurais couru sur le pont, là, justement, à pied dans cette fumée-là. Bien, quand ça s'est arrivé, là, j'ai vraiment senti les Québécois, là, les Québécoises, là. Quand ils venaient, là, ils me posaient des questions sur notre spiritualité, sur nos traditions, tout ça. J'ai senti une ouverture. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que leur balise était tombée. Oui. Sur tout ce qui s'est... Leur repère. Leur repère, merci. Tout ce qui s'était accroché depuis le temps il venait d'un coup de foudre, était plus là. Et c'est là que moi, j'ai commencé à trouver qu'on commençait à avoir des échanges intéressants ensemble. Est-ce que tu te considères québécois? J'adore ta question. Je me considère Huron-Wendat, mais je me considère aussi québécois-canadien. Pourquoi? Parce que je me dis que si je ne me considère pas comme québécois ou canadien, ben j'ai rien compris. Je t'explique. C'est que pour moi, là, quand je coche mon passeport, là, c'est Natives, First Nation, Première Nation. Parce que pour moi, mes ancêtres, mon père, mes grands-parents, même les grands-parents du côté de ma mère, pour certains, sont Première Nation. Mais j'ai été mixé. Ma mère avait son père et sa mère et d'un côté québécois, puis j'ai un mixage. Je ne suis pas gêné. Fait que oui, je peux dire que je peux me considérer comme québécois. Mais pour moi, mon appartenance à la mère terre, à mes croyances, à ma spiritualité, va toujours passer en premier, donc je vais toujours être Première Nation. Je ne renierai jamais, par contre, mon arbre généalogique du côté des Québécois. Jamais. Est-ce que je préfère dire que ensemble, si on est capable d'accepter ça, ben quelque part, tu sais, tantôt tu parlais, tu sais, dans le grand cercle, là, rouge, noir, blanc, jaune. C'est qu'une couleur de peau. Tu comprends? Tu peux être pas mal plus Première Nation de ton cœur et de ce que tu ressens qu'un Première Nation qui ne ressentira jamais ce que tu as ressenti dans un powwow ou dans une purification. Tu comprends? Fait que pour moi, Québécois, je connais des gens qui ont été adoptés dans mon village, qui ont vécu dans notre village pendant, puis en sont morts, puis ils étaient pas mal plus indiens, parce que c'est le terme qu'on employait autrefois, que certains Indiens qui ont resté en banlieue. Tu comprends? Fait que je ne renierai jamais le côté québécois. J'espère que ça répond à ta question parce que... Ben, oui, puis je vais t'amener maintenant à la prochaine étape. Comment tu vis avec le combat des Québécois sur l'autodétermination des peuples? Puis je parle vraiment d'autodétermination des peuples, puis mais ça, on n'a pas toujours parlé dans ce sens-là. On a souvent parlé que de l'autodétermination du peuple québécois. Puis je suis curieux de t'entendre, justement. Est-ce que c'est un déchirement? Comment tu... Je te dirais, Dan, puis là, je ne vais pas partir de débat ce soir, mais je me suis assis ici en te parlant avec franchise, puis je vais le faire toute la soirée. Donc, j'espère que je ne blesserai pas personne en disant ça. Mais, tu sais, le oui et le non, hein, la fameuse séparation du Québec. Où est-ce qu'ils ont manqué, je pense, M. Lévesque, c'est qu'il n'a pas été capable d'être proche des Premières Nations. Puis je ne dis pas qu'il n'aimait pas les Premières Nations parce qu'il y avait un délégué puis il a créé justement le ministère des Affaires, ou je ne sais pas, en tout cas, il a créé un ministère à ce moment-là, dont j'oublie le nom, mais... Et c'est juste que, justement, la seule fois où est-ce que j'ai vu un grand chef rentrer dans la communauté, au deuxième vote, pas celui... Donne-moi les années que c'est arrivé, en 90 ou 91? La deuxième fois? Oui. C'était 95. 95, bon. En 95, j'ai vu des gens se mobiliser, moi, dans les communautés pour sortir le non, parce qu'ils faisaient peur aux Premières Nations de ce qui allait arriver. Ouais. Tu comprends? Parce que chez nous, on se mêlait pas jusqu'à dernièrement des élections provinciales, fédérales. On s'en mêlait pas. Je dis bien jusqu'à dernièrement. Les grands chefs disaient non, on ne sait pas nos élections. On ne se mêle pas de ça. Puis je me souviens que j'ai vu des gens se sont mobilisés parce que j'ai dû aller m'enregistrer, tu sais, puis tout ça. Fait que je pense que où est-ce qu'ils ont échoué? Est-ce que ça aurait changé? Parce que là, on était à 49-51, je me souviens pas du vote. À peine. C'était 49 points quelques. Ben, moi, je pense que où est-ce qu'ils ont échoué? Je dirais 50 points quelques. C'est de convaincre les Premières Nations que dans leur pays, qui appelaient leur pays,
avait une place. Puis ça, on ne l'a pas senti chez les Premières Nations, ce côté-là. Fait que je pense que c'est un échec à cause du résultat final. Mais je dirais qu'aujourd'hui, mettons, on va oublier les référendums, je dirais qu'aujourd'hui, l'autodétermination est très importante. Je pense à un de mes amis qui travaille fort en conseil d'éducation des Premières Nations. Chez nous, au CEPN, qu'on appelle, il vient d'aller signer justement une belle entente avec les gouvernements pour avoir... Parce que tu sais, souvent on entend, puis là, je ne veux pas non plus aller trop pointu là-dedans, mais on entend, on sait bien les Indiens, eux autres, ils ont ci, ils ont ça, ils ont ci, ils ont ça. Mais si tu prendrais, mettons, le pourcentage de la population et les budgets qui sont laissés en éducation, en santé, tu verrais qu'ils sont inférieurs aux Québécois. OK? Puis ça, les statistiques sont là. Mais de plus en plus, on essaie de se rapatrier justement notre éducation, notre santé avec les comités qui ont été faits pour justement être capable de mieux fonctionner. Fait que de faire vivre votre culture. Oui, exact. Vous n'avez pas le choix de vous... Tu sais, puis c'est le même combat que moi je ressens du côté québécois. C'est qu'on n'a pas le choix. Moi, je sens qu'on n'a pas le choix de prendre en main nos outils, les leviers qui vont faire qu'on va assurer la subsistance de la culture, qu'on va faire même grandir ta culture. Puis tu sais, en ce sens, t'es un exemple inspirant parce que tu l'as dit tantôt, tu fais revivre une langue. Tu vois comment tu enseignes à tes enfants justement les traditions. Pour pouvoir faire ça d'une façon efficace, il faut que tu aies les outils dans tes mains. Tu peux pas tu peux pas les laisser à une autre nation. Tu as raison. Puis j'aime dire aussi qu'il faut y croire. Puis ce que je trouve des fois, c'est que, encore là, c'est sans jugement, je trouve que des fois, dans votre gang, je trouve que des fois, on y croit plus assez. C'est vrai, hein? Je pense que vous êtes un peu des fois, soit que vous tombez dans une brume ou dans de la fumée. Ou un confort. Oui, je pense qu'il faut le défendre. Tu sais, souvent, des fois, on entendait toutes sortes de choses, mais au moins les gens qui ont est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? J'en suis pas là. Mais lorsqu'on bloque des routes, lorsqu'on ferme des ponts, lorsqu'on s'affirme, bien, on fait en sorte qu'on vient à faire réagir. Est-ce que c'est la bonne façon? Probablement pas. Mais à un moment donné, il faut y croire, puis il faut faire réagir. Tu sais. Ouais. Tu sais, au niveau du gouvernement, moi, on avait une élection provinciale. Hein? Dernièrement, on avait une élection provinciale. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais politique. Et on ne s'est jamais impliqué au niveau provincial. Mais par contre, cette année, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit notre député de chez nous, pour ne pas nommer M. Lévesque, Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque que j'ai eu en entrevue 2 fois. C'est vrai? Bon, ben Sylvain, il m'a appelé et il m'a dit « Hey Steve, il dit j'aimerais ça, il dit de te rencontrer, j'aurais un service à te demander, tout ça. » Fait que je rencontre Sylvain, tu sais. Puis là, il m'explique pourquoi. J'écoute, Sylvain, moi, j'aime pas ça beaucoup la politique, je suis pas à l'aise là-dedans, puis bon, tout ça. Mais j'ai dit, par contre, il y a une affaire que je respecte beaucoup. C'est les gens qui m'ont aidé ou les gens qui sont là quand on a besoin. Ça, par contre, je ne pourrais jamais refuser ça. Et c'est ça, c'est que j'avais enregistré une capsule où est-ce que je disais que M. Lévesque, lors de son mandat chez nous, à un moment donné, moi, lorsque j'ai eu un incendie à Sagamité et j'avais besoin de parler au gouvernement, bien, c'était mon député qui a ouvert des portes, qui m'a fait en sorte que j'ai été capable d'avoir un décret ministériel pour aller chercher un financement parce que je suis sur une terre de réserve, tu comprends? Mm-hmm. Donc, pour moi, est-ce que Sylvain Lévesque, député, qui soit dans un parti politique XYZ, m'a aidé? Oui. Donc, moi, j'ai pris position pour dire que Sylvain Lévesque avait honoré ce qu'il promet à son peuple. Tu comprends? Donc, c'est intéressant. Tu comprends? Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Fait que là, à un moment donné, en faisant ça, qu'est-ce qui arrive? Radio-Canada communique avec moi. Il me pose la question, « Ah, vous aimez M. Legault? » J'ai rencontré M. Legault une fois. On a eu une bonne discussion. J'ai trouvé que c'était un gars qui était business beaucoup, qui était ouvert sur le business. Et je lui disais, je ne vous ai pas dit que j'étais CAQ, moi, là. Parce que c'est ce qu'elle posait, tu sais, de façon d'arriver à un journaliste. Hein. Je ne vous ai pas dit que j'étais CAQ. Ce que je vous ai dit, c'est que je soutenais mon député qui m'avait aidé.
Si ton député est là pour t'aider, puis quand tu en as besoin, il t'aide, ben pourquoi je ne le supporterais pas? Minimum, tu étais capable de témoigner que c'était un homme de parole. Et voilà. Puis ça, la parole, chez nous, devenait une tradition orale. C'est très important. Ouais. Alors, je lui ai dit, parce qu'elle m'a dit, c'est quoi vous trouvez sur M. Legault? Moi, M. Legault, tant qu'il va nier qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, il ne gagnera pas mon respect. Est-ce que je le déteste pour autant? Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je dis, c'est qu'il ne gagnera pas mon respect parce que pour lui, il n'y a pas de racisme systémique. Tant qu'il ne sera pas capable d'admettre ça, on a un problème. Maintenant, est-ce qu'il a par contre mis des bonnes personnes au bon endroit? Moi, M. Yann Lafrenière, c'est quelqu'un que j'ai un grand respect pour lui. M. Lafrenière, qui est au SAA, au Secrétariat aux Affaires autochtones, il a été mis là en mi-mandat. Moi, je pense que ce gars-là, c'est le seul que j'ai eu connaissance qui a parcouru toutes les communautés en 2 ans. Puis il l'a fait même en voiture plus souvent qu'en avion. Je veux dire, il y a une approche et c'est un parfait ambassadeur du tourisme autochtone. Pour moi, alors M. Legault a pris des bonnes décisions, il a mis des bonnes personnes au bon endroit. Dernièrement, c'est bête parce que j'oublie son nom, il a nommé une ministre, Première Nation, la première femme, une députée. Un peu, je vais aller continuer. Puis, donc, il l'a même nommé comme ministre. Donc, il y a une ouverture. Maintenant, est-ce que ça veut-tu dire qu'on a de l'affiliation? Moi, je te dirais que le dernier gouvernement a aidé notre communauté. Ah, ben oui. Catherine Champagne-Jourdain, de Sept-Îles. Eh oui, Sept-Îles, exactement. Désolé, j'avais oublié son nom. Ben oui. J'aurais même dû y penser. J'arrive de Sept-Îles. J'étais à Sept-Îles il y a 2 semaines, puis on parlait d'elle. Bon. Tu sais, je sais que quand elle l'a rencontré, moi, parce que je connais ses proches un peu, tu sais, elle a dit à M. Legault ce qu'elle en pensait, puis je pense qu'elle a gagné son respect. C'est pour ça qu'elle a été nommée aussi. Tu comprends? Fait que c'est pour ça. Fait que maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on prend un côté comme un autre? Non. Mais je pense que quand il y a des gens de parole, ben maintenant, on n'a pas le choix de les respecter. As-tu une rancœur face au colonialisme? Moi, je viens de te parler de diplomatie. Tu me demandes si j'ai des rancœurs. Je te dirais que j'ai certaines rancœurs, oui. Moi, les pensionnats, pour moi, là, c'est quelque chose qui... tu sais, les pensionnats, là, ça a créé beaucoup de choses. Souvent, des fois, on se pose des questions pourquoi les gens ont des problèmes d'abus, de drogue, de boissons, tout ça. Puis là, on a des préjugés contre ces gens-là. Puis à un moment donné, on ne connaît pas leur passé. Puis quand ça ressort, moi, là, d'arracher des enfants à des familles pour les métisser ou les j'aime pas le dire le nom, ça m'arrache le cœur, mais je trouve ça inconcevable qu'on ait fait ça. Fait que pour te dire que j'ai des rancœurs, je les en veux énormément. Mais est-ce que je suis rancunier à un point de dire de non fonctionner? Je vais te dire non, puis je vais te donner un meilleur exemple. Hier soir, j'avais un appel avant-hier de la GRC, Gendarmerie royale du Canada, et il était de passage à Wendake, et j'avais fait un chant avec ma fille cette année à l'ouverture d'un congrès où est-ce qu'il y avait des policiers. Et ce monsieur-là m'a demandé si on pouvait, moi et ma fille, se rendre à la Maison Longue chez nous pour prendre une photo, parce qu'en vue et à la grande réconciliation qui est pas dans la dernière année très important. Ils voulaient faire cette année une carte de soie de Noël, eux, avec des Premières Nations et la police montée, autrefois qu'on appelait la GRC. Et j'ai accepté, avec ma fille, de prendre cette photo-là en guise de montrer qu'on est ouvert à ça. Tu comprends? Fait que je te parle de police montée qui a enraché des jeunes à leur communauté, mais à l'inverse, je suis capable d'aller prendre une photo symbolique, de dire on est regardé à la grande réconciliation. Fait que oui, j'ai des rancœurs. Mais la diplomatie prend le dessus. Oui. Parce que s'il n'y a pas de respect, où c'est qu'on s'en va? Si on n'est pas capable de se respecter, parce que souvent, ce que j'entends, puis ça, c'est un débat qu'on a lorsqu'on prend un souper ensemble, où est-ce qu'on peut jaser, c'est hey, ouais, mais tu peux pas me tenir responsable de mes ancêtres ou de ma 3e génération avant moi, puis toi, tu n'étais pas là, puis moi, je n'étais pas là, puis tout ça. Tu réponds quoi? Écoute, je peux répondre, tu as raison que tu n'étais pas là, puis que j'étais pas là. Mais par contre, si on est un peu humain, puis on a de l'humanité, puis on est capable de comprendre qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû se faire, pas capable de dire à ce moment-là, ça n'aurait pas dû être fait, puis on est capable de dire qu'encore aujourd'hui, il y a du racisme, puis qu'on est capable de regarder ensemble comment on pourrait travailler,
Parfait, allons-y. Mais tant aussi longtemps qu'on va nier ces choses-là, on n'y arrivera pas. Ouais. Puis c'est pour ça, tantôt, je te revenais avec M. Legault. Pourtant, je l'ai rencontré, là, puis je te dis, il est venu dans notre communauté. Puis c'est juste que Colin, tant aussi longtemps qu'on va nier que ça... Déjà, ce Chacouane, là, c'est un drame incroyable. On a des preuves, des enregistrements. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas les nier, ces choses-là. Ouais. Tu comprends, Denis? Fait que pour moi, c'est ça. Est-ce que c'est le reconnaître, c'est la justice minimum? Je pense que oui. Je pense qu'une fois qu'on le reconnaît puis on regarde comment on peut le faire ensemble, je fais allusion au pape qui est venu ici. Tu sais. Ouais. Est-ce que je suis d'accord qu'en Alberta, il ait mis un couvre-chef sur la tête? Non. C'était pas nécessaire. Mais est-ce que je peux juger le chef qui l'a fait? Non. Est-ce que je suis d'accord avec le symbole qui est venu puis il est venu s'excuser? Oui. Est-ce que je te dis que les choses sont en train de changer puis les cardinals puis les évêques ont compris? Non. Tu comprends? Fait que, est-ce qu'on ne peut pas parler des deux côtés d'une bouche? Fait que maintenant, mais hey, au moins on en parle. On est là à soir en train d'en échanger. Fait que je me dis qu'on est déjà dans un avancement puis dans un progrès. Tu disais tantôt, tu faisais état tu relatais des discussions que tu as avec des amis où on te dit tu peux pas me tenir responsable de gestes qui ont eu lieu, que mes ancêtres ont commis. Comment concrètement toi, Steve, tu as souffert du colonialisme? Moi, je te dirais que où est-ce que j'ai souffert de ça, c'est que d'être confiné sur un territoire de 2,5 km², puis de te dire ça, c'est ta réserve. La réserve du village Juron. Pour moi, c'est insensé. On n'a pas le droit d'aller chasser puis de trapper où est-ce que nos ancêtres depuis 4000 ans allaient. Pour moi, là, ça, c'est inconcevable. Est-ce que je me dis une victime? Non. Je me suis pris autrement. J'ai fait avec la loi d'aujourd'hui, j'ai pris ma petite carte de petite perdrix. J'ai acheté un permis de chasse. Tu comprends? Tu sais, j'ai essayé de... Est-ce que je l'acceptais? Non. Mais est-ce que... Bon, j'ai trouvé des moyens. Je suis déjà monté sur un loader aussi, puis à Wendake, lorsqu'on a fait un soutien, je pense que c'est là, au Mi'kmaq de Restigouche, je pense qu'on avait bloqué les rues à Wendake pendant 4 heures seulement. J'étais monté sur le bulldozer, moi, puis je revendiquais ce qui se passait chez les Mi'kmaq. Puis j'avais pas d'amis directs là-bas, mais j'étais en soutien, tu comprends? Fait que, pour moi, d'aller maintenant, ça s'appelle Roger Comtois, la polyvalente de Loretteville, puis de faire dire, oh, tu es un Indien, toi, tu ne payes pas de taxes, tu ne payes pas ton électricité, hein, la crise d'Oka. Hein. Tu sais, pour Brian Mulroney sorti devant Radio-Canada, puis il est allé dire qu'il n'y avait pas d'Indien qui payait son compte électrique, qu'il y avait des ententes. Il est allé dire qu'on ne payait aucune taxe, qu'on ne payait pas d'impôts. C'est fuck all, excuse-moi l'expression. L'électricité, c'est une entente avec les CRI puis l'entente du partenariat de la Baie James. Puis si, moi, à ce moment-là, ma soeur travaillait en dehors de la communauté, elle payait des impôts comme n'importe qui. Puis notre électricité va te dire une affaire, si tu ne payes pas Hydro-Québec, ils vont t'envoyer un avis, puis après ça, ils te coupent. Là, je veux dire, c'était de la mauvaise information. Et là, tout arrive, puis là, tu as à faire ça. Le seul endroit, je te dirais, où est-ce que je l'ai plus subi, moi, c'est quand est arrivée l'Histoire générale du Canada. Secondaire 3 à 5, là, à la polyvalente de Loretteville. Lorsque on parlait de l'Histoire générale du Canada, puis là, on ouvrait nos livres. Moi, je découvrais ça pour la première fois. J'étais allé à l'élémentaire chez nous, primaire, excuse. Donc, là, j'avais la main levée. Puis là, je disais, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, c'est pas de même que ça s'est passé, excusez-moi. Fait que là, au début, il t'écoute, hein, tu sais, mais il veut être gentil, mais à un moment donné, là, il dit, regarde, le gros Louis, là, je vais tenir la porte de la classe ouverte, tu vas suivre le cours dans le corridor, tu sais. On n'était pas capable de se faire écouter à ce moment-là. Mais par la suite, j'ai ouvert les livres de mes enfants qui sont allés à l'école. On emploie les bons termes, iroquoien, on emploie, tu sais, tout ce qui est... Je pense qu'on est mieux. Il y a du chemin qui a été fait. Il y a du chemin qui a été fait, oui, exactement. C'est quoi que tu déplores le plus de la situation, de l'évolution de notre pays, celui qu'on partage, pas depuis la colonisation? Autrement dit, qu'est-ce qui reste de la colonisation qui, en ce moment, est l'élément le plus criant pour toi?
Ben, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est que de confiner des gens sur un territoire, puis d'appeler ça des réserves, je trouve ça aberrant. Dans le sens que, tu sais, nous, jusqu'à récemment, là, avec l'entente des 40 arpents, on a réussi à aller chercher un peu de territoire du côté de Saint-Émile, mais on était sur un 2,5 km². Moi, je pense que... 2,5? Oui. Moi, je pense là, que... moi, je voulais je voulais faire l'élevage de wapiti. Okay? Donc, moi, je voulais une terre agricole. Comment veux-tu que je fasse ça dans la communauté chez nous? Donc, j'ai été obligé de vendre ma maison, garder un appartement pour quand je travaille et de m'acheter une terre agricole en dehors de la communauté. Ça m'arrachait le cœur. J'avais bâti une maison, je m'étais dit, moi, je vais sortir les pieds devant. Hein, je vais partir rejoindre au sentier de l'Ouest, là, les anciens, à partir de ma maison chez nous. J'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un élevage. Je voulais faire pour mon resto un élevage de wapiti. Donc, j'ai été obligé de m'acheter une terre agricole en dehors de la communauté. Moi, c'est ce que je reproche. C'est qu'à un moment donné, le fait qu'on ait dit que la mère-terre ne nous appartenait pas, bien, on a perdu notre territoire, on a été confinés. Puis c'est ce que je te dirais le plus tu sais, je n'irai pas dans le contexte de la langue de dire que, bon, dans les pensionnats ou à l'école, on était obligé de parler en français parce que les religieuses ne comprenaient pas notre langue, donc ils ne voulaient pas qu'on parle contre eux. Je n'irai pas non plus à dire que lorsque les femmes mariaient, tu sais, c'est assez insensé, puis je vais revenir, OK? Vas-y. Nous, c'est des mères de clan chez nous. Donc, avant, mettons, là, tu avais des foyers, des feux dans une maison longue, et ça représentait le nombre de familles qui y restaient, donc les générations. Et donc, mettons, moi, j'ai épousé une fille de chez nous qui était du clan du Loup. Bon, on y va. Moi, je serais parti de ma maison, du clan de l'Ours, je serais allé vivre dans la maison du clan du Loup. Tu comprends-tu? Mais là, avec la nouvelle loi sur le gouvernement, là, quand une femme Huronne mariait un Blanc, elle perdait tous ses droits. Ça, c'était pas OK. Tous ses droits. Donc, il fallait qu'elle sorte de la communauté. Elle n'avait plus le droit de rester dans la communauté parce qu'elle n'avait pas de terrain. Elle n'était plus Première Nation parce qu'elle avait marié un Blanc. C'est insensé. Tu comprends? On a de la misère des fois dans notre arbre généalogique à retrouver le nom parce qu'elle s'appelait, mettons, Yanaresqua ou Yanionien ou Petit Ours. Et là, parce qu'elle mariait, puis là, voyons, on ne peut pas s'appeler Petit Ours, ça n'a pas de bon sens dans sa langue. Tu sais. Ben, maintenant, tu t'appelles Charlotte, puis là, tu maries un Tremblay, ben, tu t'appelles Charlotte Tremblay. Puis ça se faisait là, à la paroisse de Loretteville. Là, je veux dire, c'est capoté. Là, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, mais je ne suis pas dans le reproche, Don. Je suis juste, mettons, tu me dis, mettons, les rancœurs ou ce que tu as dans le fond de ton cœur, là, c'est un peu ça. C'est un peu ce côté-là, tu sais, je veux dire, de voir que... qui ont confiné plusieurs communautés, plusieurs nations dans des réserves, puis on leur a enlevé droit de chasse et droit de pêche, puis on leur a donné un chèque en disant on va vous donner un chèque à chaque mois, bien, ça fait que créer des problèmes. Puis ta perte d'identité est incroyable. Fait que ça se retrouve de mieux en mieux, mais ça allait créer des gros fracas et des gros dégâts. Là. Tu m'amènes vers mes questions sur la loi sur les Indiens. Ouais. J'aurais aimé l'appeler autrement, mais c'est le nom qu'elle porte. Ça. Ouais. Ça donne au gouvernement canadien l'autorité exclusive de légiférer sur, puis là je mets des guillemets, les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. Tu viens de nous dire un peu comment tu te sentais face à cette réalité-là. Mais là maintenant, qu'est-ce qui pourrait être une piste de modernisation dans tout ça? Ben, écoute, de l'abolir, ça ne réglerait pas tous les problèmes. Parce que souvent, on entend ça. On devrait régler ça, la loi sur les Indiens, régler ça. Non, là, ça amènerait d'autres problématiques. Ouais. OK? Parce que cette loi-là fait en sorte qu'elle protège certains traités ou certains droits ou certaines choses. Mais donc, c'est pour ça que c'est délicat d'en parler. Mais la loi sur les Indiens, il dit toujours, hein, ça le dit par ses mots, c'est archaïque. Et ça a fait en sorte que ça n'a pas pu évoluer. Je te donne un exemple. Tantôt, je te parlais de décret ministériel. Ben moi, là, au sens du gouvernement, je suis un homme mineur. Même si j'ai 52 ans aujourd'hui, au sens de la loi, là, je suis mineur. OK? Donc, ça fait en sorte que je ne peux pas m'emprunter dans les institutions financières. Ouais. Comment tu as fait pour être en affaires et puis si prospère? Excuse-moi, je ne veux pas... on voit que tu réussis bien. Écoute, j'ai fait en sorte que il a fallu que je m'implique, il a fallu que... écoute, c'est un décret ministériel.
Les gens, c'est drôle parce que souvent, j'ai lu l'autre jour dernièrement sur les réseaux sociaux, ça me blessait quasiment. Ils disaient Sagamité, ça a été subventionné. Pas été subventionné, moi. Moi, ce que j'ai eu, c'est que j'ai réussi avec un décret ministériel à faire en sorte, à prouver au gouvernement qu'il devait croire en mon projet, qu'on était rendu à une institution, le Sagamité, puis il ne fallait pas que ça reste fermé, puis de leur demander à Investissement Québec, comme n'importe quel Québécois, un investissement en me faisant un prêt, un taux d'intérêt, puis de faire de la business ensemble. Mais il a fallu faire un décret ministériel. Tu sais, c'est long encore, là, convaincre tout ça. Là, cause, justement, que de la position... À cause de la loi sur les Indiens. Ben voyons. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que... Parce que, dans le fond, ce que je dis souvent, puis c'est ce que je disais lorsque j'ai eu ces rencontres-là, c'est que en tant que Première Nation, la façon que la loi est faite présentement, c'est que tu peux avoir des institutions comme la Société de crédit commercial autochtone, la SOCA, qui vont te faire un prêt, mais ils ont une limite. Fait que tu peux être une petite entreprise, si tu as besoin, mettons, d'une couple de 100 000, là, 200, 300, 400 000, peut-être, tu peux avoir un prêt. Mais moi, là, le projet de la Sagamité, lorsqu'on voulait l'amener, parce que, on a boucherie, magasin prêt à porter, etc., etc. Tu sais que j'ai jamais mangé à Sagamité. Jamais? Hein? Non. Ah non, ben là, regarde, donne, ça se passe en décembre, là. Ouais, faut que tu me... Ça marche, là, faut se booker ça, là. Faut que tu me le fasses. Ben ça, c'est un investissement de 5 millions. Donc, nous, on avait besoin d'un minimum d'un prêt de 2 millions, 1,9 million, mais il fallait aller à décret. Fait que c'est pour ça que quand on parle de la loi sur les Indiens, mais ça devient un peu des difficultés. Mais ça serait quoi, donc, les pistes là, pour moderniser ça? Je sais que c'est sensible dans le sens où on a l'impression... On ne peut pas juste l'abolir parce qu'en réalité, il y aurait des pertes là-dedans. J'ai déjà un historique de centaines d'années de pertes. L'idée, ce serait pas de dire, ben là, c'est comme si vous étiez pris... C'est comme un catch-22. Tu peux pas... dans toutes les bars, ça marche pas. Mais à un moment donné, là, je veux dire, on peut pas juste arrêter de se mentir. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut la prendre, la disséquer, puis de dire, on va la disséquer, puis on va regarder où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis comment on peut le travailler. Parce que, tu sais, il faut le regarder. Et il faut dire, bon, ben aujourd'hui, on est rendu là, comment on peut faire ensemble, puis encore avec le respect. Tu comprends? Moi, je veux dire, je suis prêt à travailler main dans la main, mais toujours dans une forme de respect. Puis le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est ça, c'est que le respect est de plus en plus là, mais quand on touche le monde politique, des fois, As-tu l'impression que c'est des actions de surface? Je te dirais que j'ai toujours senti qu'il y avait des gens, des fois, qui étaient là pour les bonnes raisons. Sincère. Tantôt, je parlais de M. Lafrenière. Là, moi, je l'ai toujours senti sincère. Moi, j'ai eu des bonnes discussions avec ce monsieur-là, puis je l'ai toujours senti sincère. Est-ce que le gouvernement, des fois, ne profite pas de largesse ou des fois de mauvais calls pour qu'on chicane entre nous autres? Ah là, par exemple, on touche un bon point. Tu comprends? Des fois, là, ils vont laisser des choses traîner ou on va dire, si on va laisser chicaner pendant ce temps-là, ils ne nous battent pas. Ça arrive souvent. Ça, je trouve ça déplorable, encore aujourd'hui. Je n'aimerais pas pourquoi je fais allusion, mais oui, on le vit encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, mais oui, la loi sur les Indiens, il faudrait vraiment trouver une façon de... On dirait que c'est barré, on dirait qu'il y a un cadenas là-dessus. Ben, c'est parce que tu touches des cordes sensibles. Là, tu vas creux, tu vas dans des traités, tu vas dans des... puis, tu sais, je veux dire, tu as tellement peu d'acquis, des fois, en tant que Première Nation, que tu as certains petits acquis là-dedans, tu ne veux pas y perdre. Hein, tu comprends ce que tu veux? Fait que c'est pour ça que ça devient un peu difficile. J'aimerais ça t'amener sur le terrain un peu de l'appropriation culturelle. C'est un débat qu'on entend beaucoup. Puis il y a eu justement, Robert Lepage a été au milieu de la tourmente là, avec tout ça. Lepage, il était rendu dans la gang des racistes là, à un moment donné, lui, là, qui l'eût cru. Hein. Puis, mais je vais te raconter une anecdote, OK? La fille de ma conjointe, il y a quelques années, avant le confinement, elle avait eu la chance d'aller au Pawa ici sur le territoire de la nation Wendat. Puis elle était là avec les grands-parents qui sont très loin des débats d'appropriation culturelle. Ils ne savaient même pas c'était quoi. Ils ne connaissaient même pas le mot. Puis on se souvient, quand ils étaient revenus de leur journée, les yeux pétillants, ça avait été le bonheur total. La petite avait trippé au bout. Elle avait un bandeau avec une plume. Puis là, on est venu mal. On ne savait plus qu'est-ce qu'on fait avec ça. On est-tu en train... C'est mal? Qu'est-ce qui se... En fait, on n'est pas outillé pour, premièrement, comprendre. Puis, deuxièmement, elle arrivait là, elle avait acheté ça dans un commerçant sur place. Aide-moi.
Démêle-moi, Je vais t'aider. aide-nous, les allochtones. On fait quoi, là? On était-tu en crime d'appropriation? C'est un beau débat, ça. Puis, écoute, moi, je vais te répondre, moi, Steve Gros-Louis. Ouais, Okay? ouais. Je vais te répondre en mon nom. C'est que moi, j'ai jamais trouvé de mal à ça tant que c'est fait dans le respect. Je te donne un exemple. Ouais. Moi, là, quelqu'un qui m'appelait dans les années 90, il me dirait « Hey, premièrement, tu me passerais-tu ton déguisement? J'aimerais ça m'habiller en indien à l'Halloween. » T'as déjà eu des calls de même? Ouais, c'est déjà arrivé une fois ou deux dans les années 80-90. Là. J'aurais avant moi, si je pense que je l'aurais slogué. Tu comprends ce que je veux dire? Premièrement, on se déguise pas. Deuxièmement, ça se prête pas. Puis troisièmement, ça s'appelle même pas un déguisement, ça s'appelle un regalia. Quoi? Un regalia. Tu comprends? Donc, déjà là, mais quelqu'un va me dire « Hey, votre costume... » Je sais que des fois, ça choque les danseurs, mais donne-leur le temps aux gens de comprendre c'est quoi. C'est pas un costume, c'est un regalia. Le nom, comment ça s'appelle? C'est un regalia. Pourquoi le nom est important? Je pense que, justement, par le fait de dire un costume, un habit, un déguisement, ça l'a vexé les gens. Fait qu'à cette heure, on appelle ça par leur vrai nom. Je pense que c'est ça. Moi, est-ce que quand tu vas honnêtement, tu vas me dire, avec respect, « Hey, il est beau votre costume », je ne serai pas offensé de ça. OK? Mais on va éduquer les gens, on va leur dire, puis c'est bien correct. Tu me parlais tantôt. L'autre jour, j'avais une dame qui avait des boucles d'oreilles à perles. Elle dit « Hey, j'espère que tu ne te sens pas offensé. J'ai des... » Ben non, j'en vais à la boutique chez nous. Moi, là, au contraire, c'est une belle art. Ben en fait, c'est ça. C'est de l'art. Donc, on peut porter de l'art. Moi, ce que j'aime pas, c'est justement lorsqu'on va en rire. Lorsqu'on va rire de ces choses-là où on se fait tu sais, puis on met une plume, puis là. Mais toi, tu viens mettre un bandeau avec une plume, tu viens danser dans le grand cercle de danse. Man. Ben, la petite, là, elle, là, était dans un moment de célébration de la culture qu'elle découvrait. Regarde, c'est même la chose avec les Redskins, avec les Blackhawks de Chicago, les Braves. Les Indians. Oui, les Indians. Tu sais, tout ça, on est pris là-dedans présentement. Moi, je comprends pas ça parce que j'étais le premier à porter une casquette des Redskins. J'étais le premier à la porter. Fait que c'est pour ça que je te dis peut-être que je suis pas normal, peut-être où est-ce que je me trouve là-dedans. Moi, je pense que quand c'était fait dans le respect, puis il n'y a pas plus beau logo. Pourtant, j'étais un partisan des Nordiques de Québec. Là. C'est le plus beau logo de chandail, c'est les Blackhawks de Chicago. Tantôt, je voulais te parler, excuse-moi, quand on a parlé de Max Gros-Louis. Oui. Moi, quand j'étais kid, j'allais à Saint-Jean-Eudes. Saint-Jean-Eudes était à côté du Colisée. Puis je travaillais au Colisée de Québec. Je vendais des chips, peanuts, cracker jack, fromage. Puis, tu sais, bon, je vendais du maïs, puis des fois de la crème glacée, ça fait de même. Puis il y avait dans les loges, première rangée des loges, sur un des bouts, Max Gros-Louis, avec son tambour. Là, j'aurais aimé dire le vrai nom. Ouais. Qui battait le. Tawaken, qui battait la mesure, puis il y avait le call avec l'organiste. Oui. Puis là, c'était lui. Pouf. Ouais, il partait. Écoute, moi, j'ai fait ça. Mon gars a eu le privilège de gagner le tournoi Pee-Wee ici au C'est vrai, hein, ton garçon est bon au hockey. Puis, j'ai joué le tambour tout au long de ce tournoi-là, puis de plusieurs tournois. Et, tu sais, je me souviens toujours, M. Patrick Dom, tu sais, il avait dit, tu sais, Steve, moi, je ne tolère pas de... Il ne me l'avait pas dit à moi, il l'avait dit un de ses bénévoles qui me l'avait dit, moi, je ne tolère pas de tambour, tu sais, pour faire les fanfarons dans le Colisée. Ouais. Mais de faire avec respect comme tu le faisais, nous, on n'avait pas de problème avec ça. Ça a été une image marquante de Max Gros-Louis et c'est une image positive que je retiens de notre communauté, de voir notre grand chef jouer. Maintenant, tantôt, tu parlais d'arc de corde à mon arc. T'sais, moi, je fais du coaching. Je coach EDN, c'est Eastern Door and North. C'est l'équipe qui représente l'équipe du Québec, les gardiens de la porte de l'Est au niveau national. Fait que je coach encore au hockey, fait que j'adore. Mais vous avez gagné une coupe en Gaspésie dernièrement, non? Oui, ben écoute, c'est en Gaspésie. Non, c'était pas en Gaspésie. Non, c'était pas en Gaspésie. Mais en effet, puis comme là, cette année, le championnat, j'ai encore le privilège d'être entraîneur en chef, c'est en Alberta cette année. Okay. Fait que, mais oui, c'était tout qu'un symbole. Puis vraiment, pour moi, je pense que ça c'est une belle image que je garde de Max. Mais tu sais, donc, puis je vais revenir, c'est toi qui as ouvert la porte tantôt sur la division. Tu nous as livré ta vision de ce que certains pourraient peut-être considérer d'appropriation culturelle, d'autres de la célébration d'une culture. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Bon, des fois, il y a des gestes maladroits dans ce contexte-là. Au sein des communautés,
des communautés, est-ce qu'il y a une division sur cette vision-là de ce qu'est l'appropriation Je culturelle? pense que oui. Malheureusement, je pense que oui. Parce que, comme je te dis, moi, quand c'est fait dans le respect, j'ai aucun problème. Mais justement, c'est que les gens, des fois, où est-ce qu'il y a un problème? C'est quand les gens, ils se font passer pour des gens. Tu sais, nous, avec Tourisme autochtone Québec, dont j'ai le privilège de présider, souvent, des fois, on intervient parce que des gens, ils vont faire, mettons, des chiens à traîneau ou des choses comme ça. Ils vont monter des tipis. Puis là, ils se font de l'appropriation. Puis je dis pas que c'est méchant de monter un tipi. Tu sais, il y a quelqu'un qui en vend dans la communauté. C'est un Inou qui, je pense à M. Achini. Puis je veux dire, il en vend à ces gens-là. Puis moi, j'ai pas de problème, tu sais, je veux dire, de dormir dans un tipi. Mais tant aussi longtemps que tu ne fais pas pour te faire passer pour qui tu n'es pas, moi, j'ai pas de problème. Tant que c'est dit puis c'est clair, j'ai pas de problème. Où est-ce que j'ai un problème? C'est quand là, tu fais de l'appropriation, puis là, tu te dis comme ci ou comme ça, puis tu ne l'es pas, là, c'est là que j'ai un problème. Mais oui, en effet, c'est vraiment pas égal présentement. Tu sais, là-dessus, là, on ne s'entend pas tout là-dessus. Puis c'est un grand débat aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais rajouter. C'est que, tu sais, 11 nations, là, différentes, avec des enjeux politiques et territoriaux différents. Mm-hmm. La PNQL, l'Assemblée des chefs, là, c'est normal là, que nos enjeux soient différents. Puis c'est ça qui est dur aussi pour un gouvernement. Tu sais, à un moment donné, il faut que je sois capable de l'admettre aussi. Tu sais, pourquoi, des fois, on n'y arrivera pas? Parce que nos enjeux sont tous différents. Tu sais, je veux dire... fait que, les enjeux, mais aussi les intérêts. Oui, en effet. Fait que c'est pas évident. Steve, ça fait 1h30 qu'on parle comme ça. Écoute, en soir de semaine, je te remercie d'avoir... il me resterait une question capitale, une des plus importantes, qui pourrait nous lancer sur un débat qui va peut-être nous amener à une autre 1h30. Au pire, on s'en refera ça. Mais je veux savoir, c'est quoi c'est lequel... dans tout l'univers de Star Wars, quel est ton... Pas juste le film, là, ton créatif de Star Wars préféré? Empire Strike Back. Oui, hein? Ouais, l'Empire contre-attaque, parce que tantôt, tu l'as bien énuméré. La neige, les combats, la phrase clé « Je suis ton père ». On ne l'a pas vu venir, celle-là. Mais, mon maman, Yoda, tu me juges par ma taille. Ouais. Je vais te faire sortir un vaisseau avec mon bras, puis, tu sais... Toute cette philosophie-là nous a renversé notre imaginaire. C'était incroyable. Les Tauntaun, hein, les deux qui courent dans la neige, c'était avec Phil Tippett. C'était incroyable. Pour moi, ça reste une nostalgie incroyable. Écoute, j'entends encore les trames sonores de John Williams, puis je viens avec la chair de poule. Tu sais, la fameuse mélodie que quand Luc regarde les deux soleils, ça c'est dans New Hope, mais tu sais, cette mélodie-là que je parle, qui revient dans chacun des films, moi, ça me touche encore. Hein? Puis, tu sais, moi, comme je te disais, j'ai 3 magnifiques enfants, puis les 3, ils ont des cosplays, tu sais, ils ont des tickets. Je les ai amenés avec moi, tu sais, puis j'ai fait, dernièrement, on a fait un documentaire qui était venu faire un tour. Que le fan soit avec toi. Je suis allé en Tunisie jusque tout a commencé. Je les ai appelés là-bas. Puis d'ailleurs, je ne savais pas que ça allait faire partie du documentaire. On le voit dans le documentaire. J'étais touché. Tu sais. Pour moi, ça a un lien, tout ça. Puis je me retiens, puis je me souviens de ta question au clap. Tu me dis, hey Steve, on te voit à un moment donné dans la maison de Luc. Attends, je vais juste expliquer. Il y a eu une projection ici à Québec au CLAP du documentaire Que le fan soit avec toi, dans lequel Steve joue. Et à la fin, ils ont pris des questions dans la salle. Évidemment, j'en ai profité. Là, je me suis levé. Je te laisse poursuivre. Là. Donc, je me suis levé, Steve. J'ai posé une question. Oui, c'est que dans la maison de Lars Olmsted, la maison de Luc, à un moment donné, j'avais réussi à obtenir on pouvait prendre un repas. J'étais assis à l'endroit... où est-ce qu'ils ont mangé, puis c'est encore quasiment original de 76 jusqu'à quand ça a été tourné, puis j'avais les yeux fermés, puis tu m'avais demandé, t'étais-tu en train de prier, Steve? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Puis ce que je t'avais répondu, puis je m'en souviens encore, c'est que j'étais en train de remercier Rios Gall, le créateur, de me donner la chance
d'être là puis de vivre ce moment-là. T'sais. Fait que pour moi, de se retrouver où est-ce que tout avait commencé, c'était comme de boucler une boucle. Ça fait péjoratif des fois de dire boucler une boucle, mais c'était de venir fermer le cercle. Mais c'est ça, c'est toujours présent hein, dans ta culture, dans ce que tu nous présentes, dans la façon, ta vision de la vie, cette notion-là de cercle est constante. C'est pour ça que quand tu vas venir en Noix Lumina, puis je t'invite, là, on le fera le parcours ensemble, là, ça va réouvrir pour l'hivernal. C'était la seule fois où Moment Factory, dans le parcours, faisait en sorte que tu revenais dans du tableau de départ qui est le cercle. Parce que c'est là l'unification du cercle. Donc, quand tu rentres, tu passes par le tableau du cercle. Quand tu ressors, tu repasses dans le tableau du cercle. C'est dans toutes les Premières Nations. C'est là, c'est omniprésent. Puis c'est la beauté. Parce que, tu sais, je veux dire, si on n'est pas dans un cercle, puis on décide de vivre dans un mode linéaire, comme les colons quand sont arrivés ici, on n'y arrivera pas. Notre mère Terre va nous rappeler à l'ordre, puis on n'y arrivera pas. C'est ce qui arrive? Oui, c'est ce qui arrive. Respectons tout ce qui nous entoure. Arrêtons de le maganer parce qu'un jour, là, on va l'avoir d'en face, puis on l'a de plus en plus. Fait que c'est pour ça que c'est important. T'sais. Puis moi, j'aimerais aussi te remercier, Denis, de me donner la chance de m'exprimer auprès de toi à soir. Comme j'ai dit, j'ai parlé avec grande franchise. J'espère que je n'ai pas vexé personne dans mes propos. Je me dis pas plus bon qu'un autre, mais j'ai parlé avec mon cœur, puis avec sincérité, puis avec diplomatie. C'est moi qui te remercie, puis c'est probablement ce qui fait qu'on a un des meilleurs épisodes des engagés publics depuis sa fondation, qui a fait 4-5 ans. Écoute, c'est phénoménal. Merci. Puis j'ai vraiment noté ton point avec diplomatie. C'est les apprentissages ce soir, pour moi, sont multiples. Ça va me prendre un certain temps pour même toutes les digérer. Je vais réécouter. Puis, je pense, pour vrai, là, je pense que les gens qui vont écouter ce balado-là, premièrement, vont l'écouter jusqu'au bout parce qu'ils vont se faire avaler, englober par le propos, puis ils sont chanceux. Je me considère chanceux, on est chanceux que tu nous aies offert ce temps-là ce soir, Steve. Écoute, on est tout près. Hein? On est à 15 km au nord du centre-ville. Moi, j'en ai fait une vocation. Donc, quand j'ai créé le Sagamité, c'était justement parce que je rêvais de pouvoir asseoir des gens à table et qu'on échange. Bon, fait que là, il faut que j'aille voir... En Noix Lumina. Il faut que j'aille manger à Sagamité. On déguste une yatista ensemble, notre plat traditionnel. Parfait. Puis après ça, on pourra reprendre une autre émission sur le parcours de Tussoden. Parfait. Merci beaucoup, Steve. Donc, c'était notre épisode pour ce soir. En fait, attends un peu avant de quitter, j'aimerais ça que tu me montres, que tu me Tiaouin? Oui. Tiaouin, c'est parce que... Tiaouin chez nous, c'est merci. Mais c'est pas simplement merci, c'est merci respectueux. Je trouve qu'aujourd'hui, des fois, on dit merci. Ouais. Non, c'est trop facile. Quand on dit Tiaouin, c'est merci respectueux. Quand on dit Onin. Ah oui. Donc, Onin, qui était anciennement Ona, comme on avait appris les anciens, mais dans la langue uniformisée, c'est Onin. C'est qu'on ne se dit pas adieu. On se dit, on espère de se revoir dans le grand sentier de la vie. Onin. Donc, Tiaouin. Onin. Et Tiaouin à vous aussi. À la maison, merci d'avoir été à l'écoute. Je pense que vous avez apprécié l'épisode autant que moi. Vous savez où nous écouter, hein? Vous savez où nous trouver. Je pense pas, je n'ai pas besoin de faire la liste de tout l'épisode. C'est Denis Martel qui est au micro encore une fois. Tiaouin, Steve. Coucou, Tiaouin, Onin. Puis on se retrouve pour un prochain épisode.